Et en tout cas à tous d'être venus pour cette soirée donc de la CPTS du Barrois et du centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel. C'est les belles collaborations que l'on fait entre la ville et l'hôpital qui nous permet en tout cas d'apporter des soirées d'information à vos demandes. Je remercie aussi donc Romain qui est à l'initiative en tout cas de nous demander cette soirée, et quand on a commencé à la proposer, plusieurs praticiens nous ont dit oh ouais, effectivement c'est un sujet qui nous intéresse et qui est porteur, et preuve en est, vous êtes plus de 20 ce soir en présentiel et plus d'une dizaine en visio. Comme d'habitude donc ça sera enregistré, ça sera donc en replay sur la chaîne YouTube. Un grand merci à Nathalie en tout cas pour toute la logistique, les affiches, les invitations. Un grand soutien. Je vais laisser la place à la star de la soirée, comme j'ai dit, je ne serai pas plus longtemps. En tout cas, on en a pour 1h15, 1h30 d'intervention qui seront coupées en tout cas avec des interactions. Ce que l'on veut, c'est vraiment quelque chose d'interactif, quelque chose qui apporte de l'enseignement en tout cas et qui va vous servir dans le quotidien des uns et des autres. Et je n'en dis pas plus parce que on sait bien quand je tiens le micro, je peux être là pendant 2 heures. Merci encore en tout cas à Monsieur Cassin, Docteur Cassin, d'avoir accepté l'invitation et de s'être prêté au jeu. Merci à vous. Merci. Bien, bonsoir tout le monde. Donc les présentations ont été faites. Alors moi j'aurais une première question avant de commencer, c'est de savoir qui compose le public pour que je puisse adapter le discours. Donc on a des médecins traitants, on a des kinés, des infirmières, une rhumato. Et les autres? Des rééducateurs. Des rééducateurs. Parce que des fois j'ai des correspondants mais je ne vois pas toutes les têtes. Et une interne. Et soyez les bienvenus. Et un neurodentiste, pardon. Du coup, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Dr Cassin, dans la région depuis bientôt 2 ans, chef de service de Bar-le-Duc et territorial pour le GHT. Autant faire ceci. Globalement, on va parler de la radiologie interventionnelle en osteoarticulaire. Donc ça, c'est une vue globale de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la région. Certaines choses vont être dans le coin, certaines choses plutôt au CHU. Il y aura tout un pan de consolidation osseuse, c'est notamment la cimentoplastie vertébrale et non vertébrale. Ce qu'on fait le plus fréquemment, c'est pour la douleur type infiltration. Il y a toute une partie qui est en cours de développement et qui fera du boulot chirurgien. C'est tout ce qui est traitement tumoraux. Ça, pour l'instant, c'est pas sur Bar-le-Duc. Le menu de ce soir, donc un peu indigeste pour certains. Les infiltrations périphériques vont représenter la majeure partie de notre travail sur place. Les calcifications, je vais en parler, puisqu'on peut faire des choses et vous n'êtes pas tous au courant sur ce qu'on peut faire. Capsulodistension, pour ceux qui connaissent, on verra. Viscosupplémentation, là on va rentrer dans l'arthrose. La prise en charge des hématomes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous quand vous avez un patient comme ça? Le PRP qui est arrivé récemment dans la région. Donc, on va vous expliquer les indications, les contre-indications et l'intérêt versus la chirurgie. On fera aussi un pan donc, sur le rachis, grand pourvoyeur et beaucoup de demandes sur la région. La filière cimentoplastie et les biopsies osseuses que je partage avec le CHU de Nancy. Et pour ceux qui font des gestes eux-mêmes, toutes les précautions autour pour ne jamais avoir d'ennui avec progression. Donc, déclaration de conflit d'intérêt. Il y a Madame Pad ici, donc, qui représente la société Artrex. En gros, elle me fournit des solutions de PRP et d'acide hyaluronique pour les viscosupplémentations. Je n'ai aucun conflit d'intérêt financier avec cette personne. Je confirme. Mon statut, pour être clair avec les patients, praticien hospitalier entre Bar-le-Duc et le CHU. Mais vous savez qu'on est une place forte médicale, mais autour c'est compliqué. Donc on va aider à Saint-Dizier 1 jour par semaine. Donc si vous voyez les comptes rendus, c'est normal. Et à Verdun, vraiment ils sont en difficulté. Toujours en statut public. Hop. Ça, c'est la première partie, la plus facile. Les infiltrations périphériques. Alors, théoriquement, on peut tout infiltrer, toute articulation, toute bourse tendineuse, en dehors de quelques contre-indications. Typiquement, si vous avez un syndrome du deuxième rayon sur un pied, certaines tendinites du tendon d'Achille, vous risquez de faire plus de mal que de bien. C'est un geste simple, pratiqué fréquemment par les médecins traitants, rhumatologues, MPR, radiologues, chirurgiens, médecins du sport, des fois d'autres. Et je dis tout de suite, je n'ai rien contre les gens qui infiltrent à la veille. Voilà. Je dis d'emblée.
il y a une supériorité intellectuelle du guidage par l'imagerie parce qu'on voit en direct où on est et on est sûr de placer le produit au bon endroit. Avant toute infiltration sous imagerie ou à l'aveugle, il est essentiel d'avoir un bilan diagnostique de qualité. L'exemple, alors c'est arrivé il y a 3 semaines, alors c'était à Nancy, donc je n'accuserai pas le rhumato local. Infiltration à l'aveugle pour une douleur de la base du pouce. Bon, ça doit être une dysarthrose, 1 fois, 2 fois, 3 fois, inefficace, écho, thrombose de l'artère médiane du pouce. Voilà. Donc on peut infiltrer, mais en sachant ce qu'on infiltre. Ça, c'est le préalable. On commence toujours par une prise en charge médicale, et notamment podologique pour tout ce qui est douleur des membres inférieurs non traumatiques. Ça, c'est une pièce essentielle de la prise en charge. Donc, si vous avez un bon podologue, gardez-le et envoyez vos patients. Connaître les indications théoriques, ça c'est assez facile. Avoir le matériel de base, alors pour moi, souvent, c'est un échographe, des protège-chambres, des aiguilles, une bonne aide-soignante qui va vous aider et qui aide aussi le patient. On va l'expliquer. Et une asepsie stricte. On a des problématiques économiques pour les patients, alors notamment dans la région. L'infiltration de corticoïdes, souvent, est remboursée par la Sécu. PRP, acide hyaluronique, ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé de les facturer aux gens. Et sans compter, voilà, à certains endroits, il y a des dépassements d'honoraires des médecins. Moi, j'en fais pas, mais d'autres en font. Et donc, pour le patient, des fois, c'est compliqué. Et l'intérêt majeur, c'est d'informer et réassurer le patient en lui expliquant tout pour éviter tout souci à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut infiltrer? Si on a une articulation inflammatoire, c'est-à-dire de l'épanchement, grosso modo, ou des signes évidents à l'IRM d'inflammation, diphrostène, et si on est dans l'articulation, on en profite pour la vider. Ça accentue l'effet du diphrostène. Arthrose faible à modérée, souvent en premier lieu, on fait des corticoïdes par coût économique. Et en deuxième intention, acide hyaluronique ou PRP. Tout conflit tendineux de Carvin, etc., corticoïdes. Et les tendinites, donc corticoïdes en première intention et PRP en seconde intention. Donc les corticoïdes, c'est toujours en péritendineux. Jamais dans le tendon, sinon on va le rendre fragile. Et le PRP, par contre, on rentre en intratendineux. La différence n'est pas. Comment on infiltre, pardon. Donc à l'aveugle, sous contrôle radio, c'est tout ce qui est articulation, notamment articulation profonde, la hanche. Sous contrôle écho, c'est la majeure partie de mes gestes. Et sous contrôle scanner, c'est vraiment certains sites profonds, donc le rachis ou, par exemple, un ischio-jambier chez un patient obèse, pour éviter le nerf sciatique. Quand est-ce que je mets de la xylocaïne? Alors, souvent, quand le patient le demande, il n'y a pas besoin parce que le geste est très rapide. Surtout si on veut avoir un intérêt de test diagnostique. J'ai une suspicion de conflit acromial. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Je mets de la xylocaïne en même temps. Le patient est soulagé tout de suite. C'est ça. Donc, c'est pour ça que des fois, vous verrez infiltration à visée diagnostique et thérapeutique. La fréquence d'infiltration jusqu'à 4 par an en corticoïdes. Le PRP, Madame Pat vous en parlera, théoriquement, on doit en faire 2 ou 3 à la suite pour améliorer la clinique. Et l'acide hyaluronique, il y a des protocoles en 1 ou 3 injections. On privilégie les mono-injections parce qu'on n'a déjà pas de place pour caser nos patients. Les conduites à tenir après l'infiltration, alors on devrait tous revoir le patient, moi le premier, à 3 semaines ou 1 mois après le geste, c'est compliqué. Mais globalement, si le patient n'a plus mal, on ne fait plus de deuxième geste. Les contre-indications, alors le diabète, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, un patient diabétique bien équilibré n'est pas contre-indiqué en infiltration. Et il vaut mieux se faire infiltrer localement que de boulotter des anti-inflammatoires. Un patient affecté est une contre-indication formelle. Et les complications qu'on peut avoir, alors il y a les complications habituelles des corticoïdes, il peut y avoir le flush où le patient devient tout rouge dans les 48 heures qui suivent. Il faut bien informer des risques et si on appelle, on lui répond. Et le truc fréquent, c'est l'accentuation transitoire des douleurs. Bien dire aux gens, ce soir, demain, vous pouvez avoir plus mal que d'habitude, ne soyez pas inquiets, n'appelez pas, parce que sinon, déjà que le secrétariat ne répond pas, donc ça va être compliqué. Et globalement, l'effet du corticoïde va agir 2-3 jours après. Alors, les quelques indications qui sont parfois méconnues par certains d'entre vous, typiquement l'épaule, alors il n'y a pas que l'intra-articulaire, il y a aussi le long biceps, si c'est lui qui est responsable.
Un truc sur lequel j'insisterai, c'est les triturations des doigts arceaux. Ça marche très bien. Et on évite souvent aux patients la chirurgie. Pour des genoux où il y a un problème méniscal non instable, l'infiltration du mur méniscal marche pas mal. Les coccygodini également, on peut les faire, souvent sous écho. Et pour l'hémorragie paresthésique, le nerf cutané latéral de la cuisse. Alors, l'exemple ici, c'est un doigt arceau. Donc, vous reconnaissez en profondeur, vous avez l'articulation métacarpophalangienne. Au milieu, vous avez le tendon fléchisseur avec ses deux composantes. Et juste côté de l'aiguille, vous avez la poulie épicée. Donc, la façon de faire est assez simple. On vient au contact de la poulie, on distend avec de la xylocaïne, on injecte le diprostène et à la suite, on va triturer la poulie, c'est-à-dire on fait des petits trous dedans, on va élargir la poulie, ce qui va nettement améliorer la mobilité du patient. Et globalement, dans 2 tiers des cas, le patient n'aura pas besoin de se faire opérer. Mais après, si on voit l'épaississement de la poulie, s'il est bien épais en échographie, on a moins de chances de réussite. Ou s'il y a un blocage complet, mais ça, on le dit au patient tout de suite. Quel produit utiliser? Donc l'anesthésique, si on doit faire un doc test, donc la xylocaïne, tout le monde connaît. On a un autre anesthésique, c'est la ropivacaïne, qui va avoir une demi-vie de 12 heures. Donc, typiquement, pour un test sur des articulaires postérieurs, etc., ça permet d'avoir un meilleur recul. Et après, voilà, le nom exact des corticoïdes, vous n'avez pas besoin de le savoir, c'est le radiologue ou le médecin infecteur qui décide. Il y a des questions sur cette partie-là d'infiltration périphérique? Oui. Les anticoagulants, l'utilisation, enfin, quand on a des patients sous anticoagulants, On sera dans les précautions à la fin. Je ne sais pas que pour les infiltrations et les anticoagulants, c'est pour tous les. Alors, les calcifications. Grande spécialité du service de Bar-le-Duc depuis 2 ans. Donc, où on peut avoir ça? Sur l'épaule en premier lieu. Mais tous les d'autres sites sont possibles, en pérétrocanthérien, le muscle long du cou, c'est un grand classique assez rare, mais assez classique. Typiquement, il n'y a pas longtemps, on avait un tableau sur le genou. On va les classer sur leur densité en radio et leur échogénicité. Donc, est-ce que la calcification atténue les ultrasons ou pas? La calcification va faire mal de 2 façons. Soit elle est volumineuse et elle fait un conflit mécanique, notamment sur le supraépineux, soit elle est en cours de résorption, et dans ce cas-là, elle fait un tableau de douleur aiguë, une épaule gelée. Ce que je vous montre là, c'est vraiment en complément de la kinésithérapie, et en gros, le radiologue va aider le kinésithérapeute et vice-versa. Donc ça, c'est la classification. Type A, souvent, elle est dure et elle peut faire mal sur un conflit mécanique. Type B, elle est en cours de résorption et là, elle va faire mal. Type C, c'est quasiment gagné et également, à part du kiné, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc la procédure, c'est assez simple, ça prend environ un quart d'heure et on peut sauver une épaule et récupérer des chocolats. On commence par anesthésier la bourse. Ensuite, on va triturer la calcification. Donc en anglais, c'est le dry needling. C'est-à-dire vous faites des petits trous dans la calcification pour que le contenu calcique puisse se vider. Et une fois qu'on a fait des trous, on met en pression, c'est-à-dire qu'on prend du sérum physiologique, on injecte dans la calcification qui va se vider progressivement. Donc il n'y aura plus que ce qu'on appelle le fantôme de la calcification, il y aura juste les parois. Et à la fin, vu qu'on accélère la résorption de la calcification, on infiltre la bourse acromiale pour que le patient soit moins douloureux. Vraiment, c'est assez efficace dans le sens où tout de suite après le geste, le patient rebouge l'épaule et est quasiment prêt à vous embrasser. Alternative thérapeutique, si le patient n'a pas mal, ne rien faire. La kiné simple pour des calcifications qui ne méritent pas d'être triturées, ou la chirurgie quand c'est vraiment trop gros ou trop compliqué. Donc là, typiquement, c'est l'anesthésie de la bourse sous-acromiale. La petite poche au contact de l'aiguille qui se distend. Toujours attendre 30 secondes une fois qu'on a fait la xylocaïne, hein, sinon ça ne sert à rien. Là, vous avez une aiguille dans une calcification, donc au début de la procédure, avant de faire le petit trou. Et là, ça peut être en fin de procédure, une fois qu'on a injecté et qu'on a vidé de son contenu. On va tout de suite à l'échographie, ce qu'on appelle la danse de la calcification. Elle bouge en direct quand vous injectez dedans, et on voit le passage du lait calcique, soit vers l'os, soit plus fréquemment vers la bourse sous-acromiale. Donc la seringue au départ, c'est de la xylocaïne ou du sérum physiologique, et à la fin, on a ça. Donc ça, c'est le contenu de la calcification. On vous en ramené une partie.
Le reste migre dans la bourse sous-acromiale. Donc ça, c'est l'exemple d'un patient qu'on a fait à Bar-le-Duc. Avant, après, voilà, un quart d'heure entre les deux. Là, vous dites, c'est gagné, le patient, il revient. Donc en pratique, c'est accessible, efficace, surtout pour des patients avec des tableaux aigus de résorption. C'est difficile si la calcification est grosse ou dure. Elle atténue beaucoup les ultrasons et l'aiguille a du mal à rentrer dedans. Et on travaille en étroite collaboration avec les kinés qui vont, notamment avec les ondes de choc, attaquer et poursuivre le travail qu'on va faire. Voilà. Est-ce que sur la partie calcification, il y a des questions ou on continue? Non. Dès que vous voyez, voilà, aux urgences, vous voyez ça, une épaule gelée, vous laissez le bon, ils vont s'en occuper dans la semaine. Ah oui, on peut avoir dans des délais courts. C'est qu'on vous fait au mieux, voilà. Mais souvent, je sais pas, les kinés, des fois, vous galérez sans doute de longues semaines avec des grosses calcifications. Et je pense que ça pourrait être en partie utile. On a déjà travaillé ensemble et les patients sont ravis. Mais le but, parce que la plupart de ces patients, avant, finissaient chez le chirurgien quand on n'arrivait pas à s'en défaire. Voilà. Et là, quand vous avez une calcification, même si elle est épaisse, on l'attaque, on la vide en partie, et je reprends le patient un mois après, et on finit le travail. Voilà. Donc là, on lui évite la chirurgie. La capsulodistension. Donc, l'indication, c'est la capsulite rétractile. La capsulite rétractile, c'est essentiellement l'épaule, mais pas que. C'est un syndrome qui est frontière avec l'algodystrophie. Le geste va être surtout efficace en période initiale inflammatoire de la capsulite, plutôt qu'en phase de raideur. Le traitement de référence de la capsulite, c'est la kinésithérapie et les mobilisations actives du patient. Donc, il est hors de question de s'en passer. On va juste aider le kiné. On va mettre du coup de l'iode pour confirmer le positionnement et confirmer le diagnostic. On endort l'articulation du patient. On la distend au sérum physiologique, c'est-à-dire que ça prend un peu de temps, c'est un peu douloureux, mais vous allez voir les images après. On va aider le patient avec ça. Et à la fin, on infiltre pour aider le kiné. Et c'est vraiment le seul geste infiltratif pour lequel il n'y a pas de repos dans les suites. Donc, idéalement, pour un patient avec une capsulite, on fait ça et il a rendez-vous 1 heure après chez le kiné. Et le kiné lui torture l'épaule et lui bouge dans tous les sens après ça. Et on éduque le patient à avoir les mobilisations actives qu'il a apprises chez le kiné, à les faire dans les suites, puisque voilà, on va lui distendre sa capsule et le but, c'est qu'elle ne se rétracte pas à nouveau, donc il faut bouger au maximum. Donc là, au centre, vous avez une image d'IRM caractéristique de capsulite, avec l'inflammation glénomérale inférieure. Vous avez une arthrographie normale à droite, le remplissage normal d'une épaule. Et à gauche, c'est une image typique de capsulite. Donc, vous voyez bien, la capacité articulaire n'est absolument pas la même. Et on voit l'aspect un peu frangé de l'arthrographie qui témoigne bien des phénomènes de rétraction. Voilà. Et typiquement, ce genre de patient, c'est pareil, vous leur faites une rotation externe avant la capsulodistension et après, vous gagnez 15-20 degrés. Le patient, il rigole parce qu'il est sous xylocaïne. Et c'est à ce moment-là, effectivement, il faut bien lui expliquer le travail du kiné. Et ça, c'est pareil, on peut leur faire 1 mois après. Il y a des patients que je vais faire 2 ou 3 fois à la suite et chez lesquels on va gagner des semaines et des semaines sur le travail du kiné. Des questions sur ça? Ça marche bien. En phase aiguë. Plus on attend, moins ça marche. Voilà. Après, il y a des gens qui vont simplement faire le geste d'infiltration, qui peut quand même aider au kiné et à être moins douloureux. Mais sur le versant mobilité articulaire, il y a une aide là-dessus. Et il faut surtout l'éducation du patient à bien faire la kiné et à ne pas être au repos dans les suites. Sinon, si le patient reste immobile dans les suites, ça ne marche pas. Et sur une algo, ça marche pas. Sur une algo, ça marche pas. Pour l'épaule, c'est synonyme. Sur d'autres articulations, on ne va pas forcément distendre comme ça, mais on infiltre simplement. Ou sauf si je rentre dans un genou que j'ai beaucoup de mal à rentrer et à infiltrer dedans, et il y a un syndrome similaire. Dans ce cas-là, on force un peu et on fait à peu près le même geste. Mais 95% des indications, c'est les épaules. Dans la rapidité, on peut faire un adressage directement à votre service ou il faut passer. Ah oui. Oui. Cool. D'accord. On arrive toujours, on garde quelques places pour prendre des patients, typiquement une calcification aiguë, etc., pour pouvoir la prendre dans la semaine. C'est une organisation qu'on a.
ou toutes les filières que je vous présenterai, ou Estimento, etc. On garde des places parce que sinon, là, on est au mois d'avril. Là, aujourd'hui, c'est compliqué pour les patients. Les hématomes. Donc, globalement, le radiologue peut vous aider à évacuer les hématomes. L'intérêt n'est pas seulement esthétique, c'est à faire le plus tôt possible, sauf si vous avez des hématomes profonds avec un saignement actif, parce que la mise en tension et l'hyperpression par l'hématome va réduire le saignement. Ça, on les laisse, et on les embolise plutôt. Et sinon, les ponctionner au plus vite pour soulager le patient, sachant qu'avec le temps, en quelques semaines, l'hématome s'organise, et ça ne sert plus à rien de mettre une aiguille dedans, on ne retire plus rien. Les hématomes sous-cutanés sont souvent douloureux. Quand un patient qui tombe, qui a mal aux fesses, parce que l'hématome est là et il a sa vie pourrie pendant quelques semaines, alors qu'il suffit de vider ça. Et l'hématome profond, globalement, va retarder la cicatrisation, puisque si vous avez des fibres musculaires qui sont déchirées, l'hématome au milieu empêche le rassemblement des fibres. Donc là, on va permettre aussi d'accélérer la cicatrisation, notamment, par exemple, une rupture des ischio-jambiers, des choses comme ça. Et quand on draine un hématome profond, contention de classe 2 dans les suites, pour éviter qu'il se reforme. C'est dans un contexte de claquage de. Alors, typiquement, c'est pour les urgentistes. Hein, oui. Oui. Si vous avez un claquage, vous avez un hématome visuellement présent, pour faire gagner plusieurs semaines de rééducation au patient, plutôt qu'un hématome profond des ischios, le temps qu'il s'évacue, le temps de faire la rééduque, etc. Mais il vaut mieux les dresser déjà pour faire l'écho. Est-ce qu'il y a eu quelque chose des fibres significativement? Est-ce qu'il faut l'envoyer sur le chirurgien? Et puis, on peut vous le vider, on fera gagner du temps. Ça, c'est sûr. Ou les hématomes, même sous-cutanés, ça soulage bien de les vider, plutôt que de mettre de la classe dessus. Ouais. Parce qu'en fait, en pratique, on faisait ça. Hein. C'était le glaçage. Et pour savoir s'il y a un saignement actif. Scan. Mais saignement actif, c'est souvent les AVP. Hein. Voilà, Ouais. c'est les AVP type CHU, pour lesquels on demande un avis de radio interventionnel, qu'on embolise, etc. C'est rare dans le coin. Je les vois uniquement au CHU, ça. Viscosupplémentation. Alors, le principe théorique, l'acide hyaluronique, c'est un élément du liquide synovial. Pour des patients qui ont de l'arthrose, l'acide hyaluronique est moins abondant et globalement moins efficace. Donc, l'injection va permettre d'améliorer la mobilité et de réduire les douleurs. Je dis souvent aux patients, on vous met de l'huile de coude. Il comprend facilement. En pratique, donc, arthrose peut évoluer à modérée. Le genou, l'essentiel du temps, mais toute articulation autre, théoriquement, peut recevoir de l'acide hyaluronique. Alors moi, j'ai pour habitude de ne pas le faire si l'articulation est inflammatoire. C'est-à-dire qu'il y a de l'épanchement, on commence par vider l'épanchement, on fait un coup de corticoïde, on attend que l'articulation devienne moins inflammatoire, et après seulement on passe à ça. C'est pareil pour le PRP. Certains centres font une injection concomitante d'acide hyaluronique, corticoïde. Alors, dans mes recommandations, c'est contre-indiqué. Je ne sais pas si. Alors, moi, je l'ai fait jusqu'à ce que, en effet, la Société française de rhumato dise quand même que c'était pas conseillé. Voilà. Je préfère les reprendre un. Donc, on va plutôt mettre le corticoïde dès qu'on est en effet sur une arthrose congestive avec un épanchement et revoir après s'il faut consolider tout ça par l'aspect lubrifiant de l'acide hyaluronique. Voilà. Donc, je le fais plus. Je le fais. On est d'accord. Il y a un avis unanime du CH, on est bon. Donc, protocole en une ou plusieurs injections. Vu les délais qu'on a et le monde qu'on a, on préfère les produits en mono-injection. Et, comme je disais au début, se pose de coût pour le patient puisque le produit n'est pas remboursé. Donc, le patient le débourse à la pharmacie. Je ne sais pas si certaines mutuelles le prennent. Mais globalement, voilà, ça va de 80 à 250 €. Curieusement, c'est la MGEN qui prend jusqu'à 75 € des produits de visco. Je dis curieusement parce que la MGEN est en général pas très voilà, pas de dépassement. Voilà. Et curieusement, elle prend en charge les produits en visco jusqu'à une certaine. D'accord. J'en connais pas beaucoup d'autres. Hein. Alors, le PRP. Pareil, c'est une nouvelle technique. Donc, en place depuis décembre dernier à Bar-le-Duc. Alors, j'ai mis ça en place parce qu'on avait quand même des patients qui allaient sur Nancy, sur Reims sans faire.
Donc, autant faire ça localement, c'est même moins cher qu'ailleurs. Le principe, donc, c'est un produit autologue dérivé du sang. Donc, on injecte une partie de son propre sang au patient. On va le centrifuger, ce qui va permettre de séparer les facteurs de croissance, les plaquettes, du reste du sérum. Et donc, on va injecter ce concentré de facteurs de croissance à but d'aller vers la régénération tissulaire. Alors, des fois, vous verrez passer, l'objectif ultime du bon PRP, c'est d'avoir beaucoup de plaquettes et pas beaucoup de leucocytes qui vont être toxiques. Mais ça, je pense que la dame après va vous expliquer mieux que moi. En pratique, donc vous allez avoir une démo juste là. Donc, on fait un prélèvement sanguin au patient, on centrifuge. On a donc une séparation sur la photo 3 entre les différentes composantes du sang. On aspire uniquement le dessus, le jaune, ou qui va constituer le PRP. Et globalement, les femmes donnent plus que les hommes. Voilà, un patient hydraté donne plus qu'un patient déshydraté. Les indications, donc comme l'acide hyaluronique, arthrose débutante à modérée, les tendinopathies chroniques qui embêtent les kinés et les patients et dont le chirurgien ne veut pas encore, donc notamment le corps du tendon d'Achille, les épicondyles latérales, alors ça il y en a à foison, la ponévrose plantaire superficielle, les fibulaires, les fessiers, les adducteurs. On peut l'utiliser en rachis dans les syndromes facétaires, mais souvent, moi je le mettrais plutôt après déjà un test infiltratif efficace pour être bien sûr du truc. En régénération post-opératoire, donc sur des chirurgies du genou ou de l'épaule qui sont encore douloureuses, avec le concentré de régénération. Et c'est décrit aussi sur des lésions musculaires. Typiquement, vous avez un hématome, vous videz l'hématome, vous injectez ça pour faciliter la cicatrisation. Alors, ce que disent les études. Efficacité à court terme. Globalement, le mieux reste le corticostéroïde qui agit plus rapidement, mais dont l'effet va s'estomper assez vite. Pour une efficacité à moyen terme, le PRP est meilleur. Et là, vous avez l'étude sur la droite. C'est l'étude sur les douleurs d'arthrose de genou entre corticostéroïdes, acide hyaluronique et PRP. Donc, à moyen long terme, c'est le PRP qui l'emporte. Et même l'acide hyaluronique, sur cette étude-là, n'était pas forcément meilleur que le corticostéroïde. D'autres études vont dire le contraire. Donc, ce qui nous orienterait pour une arthrose légère modérée à préférer le PRP peut-être à l'acide hyaluronique. Ça, c'est une discussion à avoir. Et le petit problème qu'on a dans les études sur le PRP, c'est que souvent, elles ont été faites avec des multi-injections, c'est-à-dire que le patient a eu 2 ou 3 PRP à un mois d'intervalle, versus une seule injection. Quelle est la différence? Ça, c'est encore un peu mystérieux. Donc, les problématiques, c'est toujours pareil. Sélectionner les bons patients. Il faut avoir une bonne indication pour que ça marche. Et on commence souvent par une infiltration cortisonnée, puisque si le diprostène vous suffit, on arrête là. Le problème majeur pour le patient, c'est le coût. Donc, on a fait quand même un effort ici, parce qu'à Nancy, c'est plus de 200 €. Nous, on essaye de se cantonner à 130. Il y a les seringues, il y a les centrifugeuses, il y a le temps manip. Et donc, le même problème que pour l'acide hyaluronique. Je ne sais pas si la MGN prend en charge les PRP. On m'a dit que les CMU complémentaires prenaient en charge. On m'a dit. Mais c'est plus Je vois pas comment c'est coté, quoi. C'est ça le problème. Il n'y a pas Parce de qu'on cotation. on a que le CCAM, hein, C'est du hors normal. Et voilà. Donc, c'est le facteur limitant aujourd'hui. Puis je ne suis pas sûr que la Sécu évolue dans ce cadre-là. Et donc, il faut bien expliquer aux patients que quand on met du diprostène, on a un mécanisme d'action à court terme. Vous allez sentir la différence rapidement. Sur ce genre de choses, c'est plus du moyen long terme. Il ne faut pas que le patient s'attende à être soulagé 3 jours après. Et c'est plus vraiment de l'économie, de la régénération à plus longue vue. Anaïs vous montrera, il y a aussi une possibilité de gros volume si on a un genou ou si on doit faire plusieurs sites. Et les contre-indications autour du PRP, alors un cancer actif, contre-indication théorique, parce que forcément, si vous prenez des cellules tumorales dans le sang, c'est un peu compliqué. Et pas d'anti-inflammatoire avant et après le geste, 2-3 semaines avant, 2-3 semaines après, parce que ça inactive le PRP. Mais ça, les secrétaires sont bien rodés, normalement, posent des bonnes questions, sinon se font taper sur les doigts. On prélève combien pour 15. Sauf si le gros volume, et ça va vous expliquer. Pour les questions sur acide hyaluronique, PRP, on va faire après la présentation d'Anaïs,
Je vais vous montrer un petit peu la machine, comment ça marche. Voilà, pendant ce temps-là, moi, je vais me reposer un peu. Vous leur demandez de se reposer combien de temps après un PRP? Moi, je dis 3 semaines minimum. Donc, pas d'activité physique, disons, intense. Enfin, repos relatif, si vous voulez. Repos relatif. Comme toute infiltration, repos Parfait. relatif. Voilà. Petites activités à la maison, rien d'autre. Et reprise de la kiné à 10 jours, 7 à 10 jours. D'accord. Et puis le chaud, le froid, vous allez expliquer Oui, ce le qu'il faut. chaud, le froid. La parole est à vous. Ah, tout de suite, on y va. Bonsoir à tous. Du coup, je suis analyste de la société Artrex. Très contente d'être ici avec vous ce soir. Donc, l'idée, c'est de vous parler un petit peu du dispositif, pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Donc, déjà, il faut savoir que le docteur Cassin, il va donner à peu près 30 minutes au complet à la prise en charge du patient. Donc, ça veut dire que le patient arrive. Le patient, du coup, est pris en charge par l'infirmière ou la manip radio. Manip radio, du coup, dès qu'on aura radiologie. Infirmière bientôt. Infirmière bientôt, pour faire donc le prélèvement sanguin. Donc, le produit, du coup, que l'on commercialise le plus et donc on propose au CH de Bar-le-Duc, c'est la double seringue, du coup, qui est celle-ci. On va effectuer donc un prélèvement sanguin au pli du coude. Donc, pour ça, on va prendre une épicranienne, simple. On prend l'épicranienne, on la connecte. L'infirmière met le garrot. On pique le patient. La manip infirmière. Donc après, du coup, on va pouvoir remplir 15 ml de sang. C'est ce que, du coup, on vous a mis. On prend 15 ml de son sang. Il faut savoir qu'on a un dispositif qui permet d'être 100% autonome. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de produit d'adjuvant. Donc, c'est vraiment sûr. C'est nous le médicament. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a prélevé 15 ml, on va se séparer de l'épicranienne. Et on a une boîte qui permet de ne pas toucher le bouchon. Donc, en fait, on va directement, là, j'ai pas la boîte, mais on va directement refermer, vérifier que c'est bien fermé. Ensuite, une fois qu'on a notre dispositif, on va le mettre donc dans une centrifugeuse qui est du coup spécialement faite à cet effet. Donc, on va centrifuger 5 minutes à 1500 tours. Il y a un contrepoids en face pour équilibrer en fait la centrifugeuse. C'est vraiment comme votre sèche-linge, mais à plat. Donc, l'idée, c'est qu'on met le dispositif, on referme, on ferme la centrifugeuse. Elle est préprogrammée. On appuie sur Start et ça prend 5 minutes. Après les 5 minutes, donc ça va piper. Vous allez rouvrir. Vous allez sortir votre plasma, les champs plaquettes, le concentré plaquettaire. Et donc là, on va avoir 2 phases. Et 2 phases, pour vous montrer, en image, ça va faire 2 phases toutes simples. Le plasma étant le plus léger, en fait, ça va être le surnageant. Donc, le concentré plaquettaire, on va pouvoir le récupérer avec l'astuce d'avoir 2 seringues. Donc, l'intérêt de notre dispositif, c'est qu'on est clos. On ne va pas repiquer pour reprendre le plasma. Donc, en fait, on va juste aspirer avec la petite seringue interne le surnageant. Et ensuite, on dévisse et on a le PRP. Donc, c'est là où, du coup, le radiologue va pouvoir mettre son aiguille et l'injecter. Donc, comme il vous l'a dit, ça va être donc dans la gonarthrose, principalement des grades légers à modérés, même si parfois on tente sur des grades plus sévères, par exemple sur des échecs d'acide hyaluronique, de cortico. Des contre-indications à la chaîne. Oui, des contre-indications à la chirurgie, des patients qui ne veulent pas se faire opérer aussi. Ça reste une solution de leur proposer ce dispositif. Alors, j'ai entendu parfois, c'est le PRP, concrètement, il y a beaucoup d'études, il y a vraiment beaucoup d'études ces dernières années. Malheureusement, la SFR, communique pas beaucoup par rapport au PRP. Alors, beaucoup de rhumatologues en font. Le discours de la SFR en congrès, il y a des communications. Oui, C'est toujours avec les modérateurs très particuliers parce qu'ils tempèrent beaucoup en disant que les études, il y a des grosses différences de concentration plaquettaire dans les différents systèmes, que les études ne sont pas homogènes dans le sens où il y en a où il y a 1, 2 injections, d'autres il y en a 3, si bien qu'on est un peu perdu dans la validation scientifique de ces études. Voilà, oui, c'est ce qui est dit. Je suis totalement d'accord avec ça. Parce qu'en fait, quand vous injectez un acide hyaluronique, c'est marqué sur la boîte. Vous injectez. Quand vous injectez un PRP, en fait, ça reste flou. Et en fait, le problème des études autour du PRP, parce qu'en fait, PRP, il y a plein de PRP. Voilà, c'est ça. J'ai une image où on voit effectivement 10 PRP différents. Vous avez toutes les couleurs, vous avez tous les kits. Et en fait, effectivement, ça
ça fait de la mauvaise pub au PRP. Mais quand on prend effectivement, de plus en plus, on tend à compter en fait les plaquettes, à compter ce qu'on injecte. Et quand on prend ces études-là, on s'aperçoit qu'entre 5 milliards et 10 milliards de plaquettes, c'est là où on a les meilleurs résultats. Donc, tous les kits en dessous de ces 5 milliards de plaquettes, donc de toute manière, il faut une dose dans tout. Dans la nature, il y a des doses dans tout. Enfin, vous êtes dans le médical, donc la dose est importante. En fait, on se rend compte que effectivement, il faut doser. Alors, tous les médecins ne peuvent pas se munir d'un compteur plaquettaire, mais moi, j'ai quelques médecins qui le font, qui comptent. Après, si ça fait partie de la confiance du kit, j'en parlais avec un rhumatologue ce matin à Strasbourg. Lui, il a un compteur plaquettaire. Donc, par exemple, il a fait une série de 100 patients où il a été voir la concentration du coup du kit Artrex là qu'on propose. Il était à 2,5 en concentration. Parce que c'est ça, en fait, on concentre entre x2 et x3. Sauf que vous avez des labos qui vont vous dire que c'est entre x2, x3. Et quand on va compter, en fait, on n'est pas du tout à ça. Donc, il peut y avoir de la publicité mensongère. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir son labo. Donc, voilà pour le PRP. Donc, on sait que, par exemple, dans la gonarthrose, effectivement, c'est plutôt de la multi-injection dans les études ou du gros volume pour avoir cette fameuse dose plaquettaire idéale. Qu'est-ce qui se passe quand on injecte du PRP? Ça, c'est la grande question. En fait, on ne va pas forcément régénérer. Peut-être qu'on va effectivement régénérer un petit peu. Mais l'idée, c'est que l'arthrose, en fait, c'est un phénomène de catabolisme. Donc, l'idée, c'est de stopper en fait ce phénomène pour retrouver l'homéostasie. Quand on injecte du PRP, on va injecter donc des facteurs de croissance et des protéines. Dans les facteurs de croissance, vous avez des facteurs de croissance qui vont être anti-inflammatoires et vous avez aussi des facteurs de croissance qui vont stimuler la lubrification naturelle, l'acide hyaluronique, le collagène. Donc, c'est un super médicament, quelque part. On l'utilise pas que en ostéo-articulaire. Et la preuve, c'est par exemple, je fais juste l'aparté, sur tout ce qui est ulcère. Donc, ulcère, ça marche super bien. Parce qu'en fait, c'est un booster de cicatrisation. Pour les cheveux. Ou pour les cheveux, l'alopécie androgénétique. Voilà, en France, c'est ce qu'on peut faire en esthétique. Le visage, on n'a pas le droit. Mais aux États-Unis, ils font le visage. Donc là, c'était pour l'aparté parce que l'ulcère est visuel. Donc, en fait, on a vraiment cette évolution de la plaie. Donc, pour vous parler de cet effet régénérant. On a aussi donc l'ACP Max que j'ai mis là, donc qui va nous permettre de faire du volume. Donc l'effet soit mono-injection au volume. Donc on va pouvoir prélever entre 30 et 90 de sang, 100 millilitres pardon, de sang. En général, on prélève 60 ml de sang et on obtient 20 ml de PRP. Et on peut faire aussi de la haute concentration. Et à mon sens, ce produit a plus d'intérêt dans la haute concentration parce qu'on a parlé de la dose. Et en fait, pour avoir une haute dose, par exemple, c'est 10 milliards de plaquettes, on fait une double centrifugation et on arrive à avoir 10 milliards de plaquettes dans 6 ml de volume de PRP. Donc, voilà, c'est ce qui est fait du coup aujourd'hui à part le nuque. Après, on a effectivement... Donc, le gros volume est un peu plus cher parce que... Oui, il est plus cher. J'achète plus cher, mais typiquement, si vous avez un patient, j'ai une demande là, pour tendinopathie bilatérale des fessiers, vu qu'on va faire les deux côtés, on prend le gros volume et on en profite. C'est ça. En fait, le gros volume est aussi plus cher parce qu'on peut faire du volume ou de la haute concentration. Il donne les deux options, donc il est plus cher parce qu'il est plus technique. Ensuite, on a de l'acide hyaluronique. Alors, nous, on n'est pas un laboratoire, on est une société, donc on ne produit pas notre propre acide hyaluronique. Mais l'idée, c'est d'avoir une gamme complète pour fournir du coup à nos clients un produit de qualité. Donc, on commercialise donc la société Chiron, le laboratoire Chiron, qui n'est pas une société. Donc, c'est un acide hyaluronique linéaire en mono-injection. Là, on va injecter donc 75 mg d'acide hyaluronique dans 3 ml de volume. L'idée, c'est comme M. Cassin a dit, c'est de permettre la lubrification de l'articulation, retrouver comment on appelle ça, la souplesse ou de l'amorti. Voilà, je cherchais le mot précis. Donc, trouver un peu plus d'amorti. Donc ça peut être complémentaire au PRP. Certains médecins vont effectivement commencer par de l'acide hyaluronique et ensuite du PRP si c'était pas forcément efficace, ou certains médecins vont proposer plutôt parfois du PRP. Mais souvent, les médecins laissent le choix au patient en expliquant les deux thérapeutiques.
en sachant que les deux sont payantes maintenant aujourd'hui. Donc, ça laisse le choix aux patients. Mais pour une bonne arthrose modérée, non congestive, Ouais. plutôt acide hyaluronique ou PRP, Donc, congestif, donc avec sans épanchement. qui a été, si besoin, traité par corticoïde avant. Ouais, bah, moi, j'irais plutôt sur le PRP. Plutôt sur le PRP. Après, il faut pas mettre les deux, enfin, les deux sont intéressants. C'est-à-dire que ça peut être très bien 2 PRP. On peut très bien lancer sur 2 PRP, du coup, le patient. Et puis après, 1 an et demi après, pourquoi pas faire un essai unique. Enfin, ça va. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de règle de par quoi on commence, mais ça n'agira pas forcément sur la même chose. Si on recherche vraiment de la viscosité assez rapidement, sur des arthroses plus sévères, je partirais plutôt sur de l'acide hyaluronique et de l'arthrose légère à débutante, plutôt du PR. Moi, je suis plus sur quelqu'un qui a une arthrose sèche, le réinsérer l'acide hyaluronique, et quelqu'un qui était inflammatoire, qu'on vient de sécher au corticoïde, lui mettre le PRP pour éviter que ça se reproduise, quoi. Ouais. Exactement. Après, on a parlé des tendinopathies. Moi, je trouve que le PRP pour les tendinopathies, c'est vraiment pertinent parce qu'aujourd'hui, les corticoïdes sont parfois délétères. Par exemple, on sait que dans le tendon d'Achille, il est prohibé, il est interdit. Après, c'est mon avis personnel. Ça peut être un autre avis. Je les laisse aux collègues, je ne fais pas. Oui. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on va aller intratendineux et c'est d'aller faire du needling, donc d'aller faire des trépanations. Ça peut être douloureux, mais M. Cassin utilise le Calinox du coup pour pouvoir atténuer la douleur. Si je vous coupe, du coup, dans des tendinites chroniques et fissuraires, donc on va faire le même principe que la calcification. Avec l'aiguille, on va triturer la zone pathologique, ce qui va faire saigner un peu et aussi en partie forcer la cicatrisation. Là-dessus, le PRP va faire son effet. Également, donc la xylocaïne interagit avec le produit donc interdit. Donc vous imaginez bien quelqu'un qui a une épicondyle latérale bien douloureuse, chez qui vous allez foutre une aiguille sans xylocaïne, il ne va pas trop apprécier. Donc on leur donne un palier 2 et Calinox au préalable. Ce qu'on a fait, ça se passait très bien. Oui. Après, effectivement, les indications, il vous les a données. Ça va être les coiffes non transfixiantes, épicondylite. Après, on a aussi le moyen fessier. Je ne sais pas si vous l'aviez aussi. Moyen fessier, tendinopathie du tendon rotulien. Après, on n'a pas parlé, mais on peut faire aussi les lésions du mur méniscal, qui sont très intéressantes du coup à traiter. Par exemple, quand il y a des chondropathies associées, on peut traiter les deux. Donc, on peut mettre fissure non instable, chirurgicale. On peut mettre 0,5 ml en fait de PRP dans le mur, et puis après mettre du PRP en intra-articulaire. Et ça marche vraiment très bien. Et après, on a les tendinopathies, effectivement, donc du tendon d'Achille et la pnéumorhizite plantaire. Ça va être les grandes indications. Et pour les échecs aussi par rapport à la rhizarthrose, il y a quelques papiers. Du coup, on peut tester. Après, il y a moins d'études sur ça. Mais ça reste. Je retiens surtout les coudes les épicondylites par leur fréquence, par leur prévalence. Oui. Et C'est sans première intention. Non, moi, par rapport au coût économique pour le patient, on lui conseille toujours de faire le corticostéroïde, puisque ça lui suffit, c'est parfait. Mais ça va être des tableaux résistants chez qui aujourd'hui, on va aller voir le chirurgien parce que les infiltrations ne marchent pas. Donc là, c'est une alternative effectivement à ça. Et après, effectivement, vous aviez parlé du rachis. Ouais. Donc là, il y a les sacroiliaques, les modiques 1. Après, je ne sais pas si vous voulez. Les sacroiliaques dégénératives? Ouais, sacroiliaques dégénératives. On a quelques papiers. Modique 1, on n'a pas grand-chose. Mais discopathie dégénérative, ça reste. Pour le rachis, je les cantonnerais au syndrome facétaire. Ouais, plutôt syndrome facétaire. C'est ce qui est le plus fréquent, clairement. Exactement. Mais on va en reparler sur le rachis. Ouais. Et puis, voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là. Et je vous ai mis des petits flyers aussi avec notre site internet. Il y a tout dedans. Sachant qu'on travaille ensemble, donc si vous avez une demande de PRP ou d'acide hyaluronique, on peut dire, voilà, on prend le package, parce que des fois, les médecins traitants disent, je veux faire une viscosupplémentation, qu'est-ce que je dois mettre comme produit, etc. Vous, Madame Jean, vous savez ce que vous m'injectez, mais des fois, c'est pas... C'est pas simple dans les petites articulations, quoi. Là, du coup, c'est simple, parce que là, je vois que vous avez un volume de 3 ml, donc vous allez jusqu'où avec un volume de 3 ml en acide hyaluronique? Jusqu'à temps que vous pouvez, en fait. Après, une rhizarthrose très évoluée, on peut en mettre plus que... Vous arrivez à mettre
plus elle évolue, plus je peux en mettre. Mm. Voilà. Plus la capsule est distendue, et après, en écho, on voit la capsule qui commence à montrer des signes de remplissage trop importants. Alors, quand c'est les corticoïdes, je mets le reste en dehors, l'acide hyaluronique, je m'arrête. Et c'est voilà, c'est toujours la question, quelle quantité mettre dans les petites articulations. Toujours un peu. Jusqu'à plus soif. Ok. Après, l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on peut l'injecter dans toutes les articulations. Là, on sait qu'il y a des labos qui vont dire non, c'est que pour le genou, que pour la hanche ou l'arthrose. Là, on a le DFU, en fait, le dispositif est adapté en fait pour toutes les articulations. Donc disponible du coup chez Monsieur Cassin. Il est bien votre acide hyaluronique? Alors là, en fait, étant donné qu'on travaille avec Monsieur Cassin, là, on est à peu près aux alentours de 80 € TTC. D'accord. En vente directe. Ouais. Oui, en vente directe. On essaye d'éviter la marge de la pharmacie. De toute façon, c'est le problème après, c'est ça, c'est prix conseillé. Donc, Ou pas le jeu, parfois. faut discuter. C'est pour ça qu'il y a des médecins qui n'ont pas le droit, mais qui disent bah, à la pharmacie du coin, mais normalement, vous n'êtes pas le droit de le faire. Non. Mais des fois, voilà, vous avez des variations entre 80 et 150 € Il y a des pour le même produit. Donc, les pharmacies ne font pas le jeu. C'est dommage. C'est fort dommage. Alors, ça dépend en effet où. Hein, Mm. on les connaît. Oui, voilà. C'est pour le patient, en fait. Mais 80 €, ça semble un produit. Ça semble un bon prix. C'est l'un des moins chers du marché. S'il y a des questions, tout de suite ou après, comme Bon, allez-y, s'il y a des questions maintenant. Sinon, après. Quand vous les mettez sous quel inox pour la douleur, vous demandez qu'ils soient accompagnés. Idéalement. Sinon, si on voit qu'ils sont euphoriques, on les garde un peu. Oui, Toutes les articulations, on est d'accord, sont des cours. pas toutes, non. Ça dépend du site. Si quand une coxo-fémorale sous radio, je disais au début, un ischio-jambier pour un patient obèse, je passe au même sous le calme. Et moi, je suis très fada de l'écho. Voilà. Une épaule intra-articulaire, je vous la fais sous écho, une cheville sous écho. J'aurais quitté pour mettre une océane. Regarde, la deuxième, il y a beaucoup de dans la salle. Comment on fait c'est malade. On adresse les malades. Non, mais je veux dire, sous quelle forme on se l'adresse pour une infiltration, on précise quel type d'infiltration, qui décide. Alors, Si il y a différentes styles de vie. il y a différentes façons de faire. Soit vous êtes sûr de ce qui se passe. Vous dites, je vous adresse, merci de faire une bourse sous-acromiale ou je sais pas quoi, voilà. Soit vous ne savez pas trop. Ouais. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Enfin, qu'est-ce qu'en pense, entre guillemets, le spécialiste de la question? Si j'ai certains avis à demander, je me tais parce que je raconte des bêtises. Mais il vaut mieux des fois dire, je vous demande l'avis, même pour le patient. Dire, voilà, ce que vous avez, est-ce que c'est éligible à l'infiltration et quel type, etc. Bon, on va demander aux gens qui s'y connaissent, simplement. Je pense que des fois, c'est la meilleure solution, comme on verra pour derrière la cimentoplastie, etc. C'est, voilà, si Madame Jean m'en envoie une, c'est qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire chez ce patient? C'est pas une obligation d'infiltrer ou de cimenter. Et de toute façon, moi, si je pense que l'indication n'est pas bonne, je ne le ferai pas, même si le médecin traitant m'a dit merci de faire une infiltration. Voilà. Un dernier petit mot. C'est une chose. Oui. Quand vous avez votre avis, est-ce que du coup vous l'infiltrez dans la foulée parce que de toute façon on va repartir avec Ça dépend comment je suis en régression. Quand on est bien, on propose même souvent, quand on n'a pas trop de retard et que le patient a un truc manifeste, on lui explique ce qui se passe. Et on lui dit, bon là, je suis pas trop en retard. S'il y a une indication d'infiltration, si vous voulez, si vous avez mal, je vous la fais à la suite, hein, sauf s'ils sont sous anticoagulants. Et quand on a la bourre, on dit, non, on va vous caler la semaine prochaine sur un créneau semi-urgent, etc. On fait au mieux. Et, voilà. La rentabilité voudrait qu'on fasse en plusieurs fois. La pratique pour le patient fait qu'on fait au mieux. Il y a même, malheureusement, plan médico-légal, logiquement, il y a le délai de réflexion. Tout à fait. Alors, c'est une aberration. Hein. On essaye de leur faire comprendre à nos grands patrons de rhumato que quand on a des délais de consultation ou des délais d'accès aux soins de plus en plus longs, quand la mamie elle vient, qu'elle attend son infiltration, qu'il y a une bonne indication, on ne va pas lui dire revenez, surtout quand on n'a pas de place, on l'a fait. Mais ils sont terribles, ils me disent normalement délai de réflexion. 48 heures. Alors, après, c'est une relation avec le patient et on lui explique. Enfin, on lui explique, voilà, généralement, ils sont contents qu'on le fasse Tout à tout de fait suite. d'accord pour qu'on leur fasse tout de Et suite. quand le patient hésite, généralement, pour moi, c'est qu'il a pas assez mal et que. Voilà. Le problème, c'est que quand ça se passe mal, c'est grave, j'ai pas le temps de réfléchir. C'est toujours comme Ouais, si je les sens pas, je les fais pas. Voilà. Ou je laisse un de mes collègues le faire. Et voilà, globalement, quand le patient est bien douloureux et qu'il est demandeur,
Ça se sent, ça. Voilà. Exactement. Quand ils sont très réticents, Ouais. vous allez réfléchir, puis voilà. Sachant qu'on a, voilà, on a des salles d'attente remplies, donc celui qui hésite, écoutez, vous reviendrez quand vous aurez mal. Hein. Vous aurez vraiment mal. Une dernière question, je te laisse tranquille. Le prix de la PRP, c'est le temps médical ou c'est Alors, c'est l'investissement du matériel et le prix de la salle? l'ensemble. Voilà, parce qu'on a quelque chose qui n'est pas coté par la Sécu. La semaine. Ouais. 60 € TTC. Et après, il y a la centrifugation et le temps global. Quoi. Voilà. Parce que on immobilise un manip pendant 15 minutes et la procédure complète, une demi-heure pour une salle. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que Ça fait comprendre la main. c'est 100. Grande ville, À Nancy, c'est 200 à 250. Paris, c'est 500. D'accord. Le prix du kit est Non, c'est Oui, juste de la le but n'est pas lucratif. Hein, il faudrait- J'ai pas peur que tout le monde vienne par le truc. Ok. Alors, on a déjà des urgentistes qui nous envoient des calcifs de Nancy. Donc... Mais non, après, le but, c'est la politique qu'on a. C'est-à-dire, voilà, on ne fait pas de. Pour vrai, hein, j'ai fait la citerne à Pour, mais je ne fais pas de déplacement d'honoraires aux gens, etc. Le but, c'est pas de les assommer, c'est de proposer quelque chose raisonnable. Après, je ne peux pas le faire gratuit, hein, sinon je mange mon chapeau, mais on fait ce qu'on peut. Et je suis désolée, je reviens sur l'épicondylite, mais c'est une pathologie qu'on voit fréquemment qu'il y a Oui. on peut proposer d'emblée une PRP, comme on a vu sur les études que les Il faut en parler avec le patient. D'accord. Typiquement, ce qui marche le mieux. Pour le patient qui a vu le PRP sur Doctissimo, qui est convaincu, etc., on peut y aller d'emblée. Ça marchera mieux à moyen et long terme que les corticoïdes. Pour un patient qui doit débourser ça de sa poche, je commence toujours par on lui explique les corticoïdes, anti-inflammatoires, etc. Et si ça ne marche pas, ça marche que partiellement, que ça revient, à ce moment-là, on introduit le PRP en deuxième temps. D'accord. Voilà. Et certains patients chez qui un bon kiné et une infiltration suffisent, eh ben, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et on considère que ça marche pas au bout de combien de temps? L'infiltration, Ouais. Normalement, on réévalue à 1 mois. Ouais. S'il n'y a aucun effet d'ici là, mais généralement, le corticoïde agit d'ici dans la semaine. Quoi. S'il n'y a aucune amélioration dans la semaine, c'est que c'est pas bon. Et souvent, il y a une décroissance transitoire et ça revient. Une fois que le produit est parti, si le fond de tendinite est trop important ou si le kiné n'a pas pu faire son effet. Et le PRP, c'est 6 à 8 semaines. C'est assez long. Et la reprise de la kiné à 10 jours. Donc avec, comme je vous disais, musculation, enfin renforcement musculaire et des exercices excentriques. Mais voilà, il y a plus de contraintes de repos autour, donc on ne propose pas forcément en première intention pour ça aussi. Et si vous voulez en savoir plus, c'est mon dernier mot sur le PRP. Il y a le groupement de recherche sur les injections de plaquettes. Donc en fait, c'est des rhumatologues, radiologues, médecins du sport qui se organisent pour du coup faire des congrès tous les ans. Et ils font un bouquin aussi, ils font un livre sur les dernières actualités. Et là, cette année, par exemple, ils ont fait un congrès à Bordeaux. Le prochain congrès, c'est à Paris. Et ils sont très, du coup, attentifs à ce qui se fait. Et ils publient pas mal d'études aussi. Donc, ne serait-ce sur les contre-indications ou du coup, sur les études, du coup, déjà en cours, les résultats d'études. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, Les apnévrosites fissuraires. Oui. Ah oui. Oui, t'as une bonne- Oui. Ah oui. Il faut. Et pour les aponévrosites, il y a une autre technique parce que c'est pas mal douloureux. C'est d'aller endormir la branche tibiale postérieure, qui aura un effet uniquement sensitif. Donc on prend le patient avant, 20 minutes avant, on lui endort la branche nerveuse au-dessus de la cheville, et il ne sentira rien du tout. Et il pourra marcher normalement. Ouais. Ça, c'est le grand luxe, hein, mais Ça, c'est on essaye. les blocs anesthésiques. Ça, on n'a même pas besoin de Calinox. Ça, on peut le garder pour nous. Allez, on reprend. Donc, alors, est-ce qu'il y a une question résiduelle de PRP ou on est bon? L'acide hyaluronique? Eh ben. Alors, les infiltrations du rachis. Alors, globalement, quand même, pour vous signaler, on est débordé par les demandes d'infiltration du rachis. Malgré mon arrivée, malgré le fait que maintenant je vais les ouvrir aussi à Saint-Dizier, parce qu'on n'arrive pas à absorber les patients. On a de gros problèmes. On a énormément de patients de Verdun, de la Haute-Marne qui viennent parce que chez eux, il n'y a pas l'offre de soins. On a même eu un des Ardennes l'autre jour. Voilà. Ou d'Épinal aussi, on a eu. C'est fou. Voilà. Ça, c'est la renommée du CH de Bar-le-Duc. Donc, infiltration du rachis. Ce que je vous présente là, c'est ma façon de voir les choses et je ne veux pas critiquer quelques autres collègues qui ont fait. Pour moi, le préalable indispensable, c'est une imagerie de qualité. Alors, il y a une IRM notamment avec FATSAT pour voir l'inflammation. Il y a des endroits où ils ne font pas ça, je peste, mais je reste cordial avec mes collègues.
L'imagerie récente, pour moi, c'est moins d'1 an, sauf modification radicale de la symptomatologie. Et bien interprétée, là encore. Alors moi, je suis spécialiste de l'ostéo-articulaire, donc je parle avec facilité, mais des fois, on s'arrache les cheveux sur le compte-rendu et les discussions avec le patient. Et on en veut aussi parce que du coup, le correspondant est mal orienté par rapport aux problématiques du patient. Toutes mes infiltrations du rachis sont vues en consultation ou encore plus facilement en téléconsultation, dans l'optique donc de valider le geste et d'une, et de deux, de bien redéfinir le site du geste. Puisqu'on va voir, il y a plein de choses possibles selon l'imagerie et selon surtout la clinique du patient. On informe le patient parce que beaucoup ont peur de ce qu'on va leur faire. Ils ont eu une cousine chez qui ça s'est mal passé ou je sais pas quoi, et ils arrivent, ils disent voilà, clairement, ils ont les pétoches. On gère les anticoagulants parce que c'est pareil, on n'arrête pas de façon arbitraire tel ou tel anticoagulant selon le site qu'on va choisir. Toujours évaluer effectivement des critères de gravité qui amènent directement chez le chirurgien, mais ça vous les connaissez. Et on se concentre, voilà, plutôt que d'infiltrer des images, on infiltre un patient. Ça va vous surprendre peut-être de la part d'un radiologue, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau cervical? Le plus fréquent, même s'il y a des débats autour, c'est l'infiltration foraminale. Dans quel cas, un tableau de névralgie cervico-brachiale avec, en imagerie, un comblement du foramen. Alors, certains patients à l'IRM ont un comblement du foramen et aucun symptôme, parce que pour moi, il y a aussi une composante inflammatoire qu'il faut savoir cibler. Depuis peu, on en fait sur Bar-le-Duc, au niveau du rachis cervical, à visée épidurale. Alors, ça demande un peu plus de technique, parce que le patient se retrouve du coup avec une aiguille dans le dos, la tête dans le scanner, dans la table du scanner. Et ça, si vous avez une protrusion cervicale postérieure, eh ben, c'est le site qui me paraît le plus opportun, et puis on va vite deviner que ça va communiquer avec le foramen. Madame Jean, si vous avez des inquiétudes, on peut faire ça. Sous réserve qu'il n'y ait pas trop d'arthrose et qu'on puisse passer. Articulaire postérieure, donc là, ça va être pour des tableaux plutôt de cervicalgie que de névralgie. C'est-à-dire qu'il y a l'articulation inflammatoire, donc le patient vous dit oui, j'ai mal sur le cou à gauche. Voilà. Typiquement, et vous faites l'IRM en FATSAT et ça flash sur l'articulaire postérieure là, donc vous la ciblez. Et on peut avoir une névralgie à minima sur l'inflammation ou sur un comblement du foramen à cause de l'arthrose. Sur le rachis, on fait aussi, alors ça se faisait pas avant à Bar-le-Duc, sous scan, les névralgies d'Arnold. En théorie, il y a 3 sites possibles. En pratique, on va cibler l'émergence du nerf à hauteur de C2, entre 2 muscles, donc je vous tairai le nom parce que c'est pas utile. Et l'IRM, quand même, est indispensable avant pour éliminer les abductions différentielles, notamment de l'arthrose cervicale supérieure, où typiquement vous avez une C2, C3 articulaire postérieure bien inflammatoire, et le nerf va être juste irrité par ça, et donc on ciblera plutôt l'articulaire postérieur. Et donc là, on fait de l'iode pour bien se positionner, de la xylocaïne pour tester si c'est bien ça, et le difrostène pour calmer. Globalement, on a plutôt de bons retours, et pareil, on se concentre sur la clinique, est-ce que c'est vraiment ça? Et on peut faire uni ou bilatéral. Le rachis dorsal, alors, il y a quand même certaines indications. Toujours pareil, le préalable, une imagerie de bonne qualité pour cibler. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps où il y avait ça. Donc une côte transversaire bien enflammée, parce que le monsieur avait perdu beaucoup de poids, avait un rachis qui se déséquilibrait d'une certaine façon. Et du coup, on peut faire ça. Ou des formes de rhumatisme axial évolué avec des poussées inflammatoires. Voilà. Des fois, les patients que vous avez pour une dorsalgie isolée, etc., souvent on dit oh, c'est rien, machin. Et en fait, voilà, il y a des fois des points inflammatoires qu'on retrouve et qui expliquent les symptômes. En lombaire, alors la reine des infiltrations lombaires l'épidurale, protrusion, enfin hernie discale, médiane, latérale, canal lombaire étroit. Et la clinique qu'on cible, c'est un tableau de radiculagie. C'est-à-dire que si le patient est uniquement lombalgique, pour moi, il n'y a pas d'indication épidurale. Quand bien même il a un canal étroit ou je ne sais quoi. Et alors, des fois, les difficultés cliniques, il n'y a pas beaucoup de place, donc des fois, on passe à l'étage en dessous, quand vraiment il y a trop d'arthrose, sachant qu'il vaut mieux infiltrer en dessous qu'au-dessus, parce que le flux de LCR va remonter, et le corticoïde aussi. On peut passer en foraminal. Donc c'est pareil, on va deviner la communication entre la foraminale et l'épidurale, et souvent ça remonte entre les deux.
Et vous voyez, donc là, on a des aiguilles des fois très fines qui peuvent aller partout et se faufiler. L'articulaire postérieur, donc dans quel cas, en imagerie, souvent elles vont être hypertrophiques et instables. Donc on parle d'instabilité disco-vertébrale, parce qu'en gros, c'est l'ensemble du segment rachidien qui bouge et pas juste le disque ou l'articulaire. Et donc l'IRM nous aide bien à savoir quel étage est inflammatoire, plutôt que le scan. Parce que des fois, vous avez des articulations très hypertrophiques au scan, mais qui sont absolument pas inflammatoires. Et là, on fait vraiment un test infiltratif, c'est-à-dire qu'on demande les douleurs aux patients avant. On injecte au contact de l'articulaire, plus que dedans, parce que dedans, il n'y a pas beaucoup de place, l'axylocaïde, l'anaropéide et le diprostène. Et on leur demande quelques minutes après comment ça va. Quand c'est ça, le patient il arrive avec 8, il ressort avec 0. Et là, vous savez que c'est ça. Et donc, si ça revient les douleurs, eh ben, on peut en faire une deuxième. On peut faire un PRP, on peut faire de la radiofréquence, on peut l'envoyer au docteur Tocard pour thermocoagulation. Ça, on en demande beaucoup aussi dans ce cadre-là. Mais pas de geste invasif sans avoir fait une infiltration efficace. Et donc là, il y a toute une procédure d'expliquer aux patients en consultation pourquoi on fait ça, il faudra le VA, etc. Donc, le syndrome facétaire sur les articulaires postérieurs, ça c'est un peu méconnu. Et le syndrome de Meigs. Alors là, c'est une topographie de projection des articulaires postérieurs, donc L3, L4 ou L4, L5. Donc des fois, il y a vraiment des faux tableaux de sciatique. Et vous faites l'IRM au patient, il n'y a aucun conflit nerveux, mais vous avez une inflammation d'une articulaire postérieure. Et alors, le plus souvent, le patient vous dit j'ai une lombalgie basse, j'ai une féssalgie, et des fois, il vous montre un trajet comme ça qui fait évoquer un conflit disco-articulaire avec une IRM normale. Ça, il faut y penser. Et le syndrome de Meigs, là, on est plutôt sur une inflammation alors discale ou articulaire postérieure à la charnière dorso-lombaire, qui est jamais décrite en IRM, pour le coup, parce que tout le monde regarde L4, L5, patient suivant, mais sauf que, voilà, on oublie ça. Et le patient va vous montrer les images de droite, j'ai mal comme ça, j'ai mal comme ça, j'ai mal comme ça. Voilà. Là, il y a un gros travail en consultation à regarder. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose au-dessus qui pourrait expliquer que je vais cibler différemment? D'autres choses qu'on peut faire, alors, les intradiscales. Donc là, l'infiltration intradiscale, c'est vraiment pour un modique inflammatoire. Parfois, le disque, il est bien serré, c'est pas facile de rentrer dedans. Moi, j'aime bien les faire au CHU parce qu'on a un tube qui bouge et qui s'incline dans le sens du rachis. Ça prend plus de temps, c'est parfois douloureux. Des fois, on garde les patients un peu en ambulatoire. Et normalement, ça marche plutôt bien. Voilà. Mais modique impur, des fois, il y a une instabilité disco-vertébrale, on commence par l'articulaire poste, ça ne marche pas et on fait intradiscal ensuite. Vous mettez quoi en intradiscal? D'hydrocorte? D'Exa. D'Exa? Ouais. Un tout petit peu de contraste, un tout petit peu de naro et d'Exa. Donc voilà, si jamais vous avez ça, on peut faire une intratécale, carrément. Alors, on prend une aiguille non traumatique pour ne pas faire de brèche. Donc, c'est des 25 gauges non traumatiques. Et globalement, l'indication oreille, c'est le patient âgé qui a un canal étroit plus à l'IRM, qui a une réduction du périmètre de marche, c'est ça son principal symptôme. Donc, il faut vraiment agir sur la composante nerveuse et pas lombaire, et qui est recusé par le chirurgien. Donc ça, si vous avez, on peut aussi les faire. Et là, on met une demi-ampoule d'hydrocortisone. Ouais. C'est validé comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi, quand on fait des bêtises, c'est un blood patch. Globalement, des fois, entre l'épidurale et la brèche, il n'y a pas grand-chose. Il y a des patients qui sont plus irrités des méninges que d'autres. Donc, typiquement, c'est la femme qui a ses péridurales et qui a mal dans les suites. Donc, ça m'arrive d'en faire aussi. Et donc, quand on en fait, on les assume et on reprend le patient rapidement pour boucher ça. Donc, on fait un prélèvement sanguin au patient et on réinjecte exactement au même endroit que l'infiltration épidurale. Et en 30 secondes, la céphalée disparaît. Ça, c'est assez magique aussi. Voilà. Donc, si vous avez un patient qui a été infiltré, qui vous rappelle, j'ai mal au crâne, etc., je me suis infiltré il y a 2 jours, vous vérifiez que c'est bien épidural, parce que si c'est une articulaire postérieure, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, on peut faire quelque chose. Ou ça arrive au CHU quand les internes s'entraînent. On en fait de temps en temps. Autre infiltration possible, notamment pour les patients qui ont été opérés en L5-S1, parce que normalement, un étage opéré est contre-indiqué à être infiltré. Donc, on peut faire en dessous, je vous ai dit tout à l'heure,
Donc, sur un L5 S1, on va faire le premier foramen, celui qui est le plus haut situé sur le schéma. Globalement, on est juste à côté, plutôt que la méthode historique, qui était le hiatus sacro-coccygien, qui sur l'image est bien, bien plus inférieur. Donc, vous imaginez que le corticoïde, on le met au plus près du problème, et on n'a pas besoin de faire un hiatus. Pour moi, il n'y a plus d'indication de hiatus, sachant qu'on peut faire ça. Et sur rachis opéré, d'hexaméthasone toujours. Alors, des choses qu'on fait, mais moins fréquemment, et souvent sur indication de médecin de la douleur, c'est la névralgie pudendale. Donc, des douleurs périnéales majorées par la position assise, IRM systématique pour éliminer une cause organique, le nerf pudendal, donc issu des deuxième à quatrième branches sacrées. Le mécanisme qui serait décrit, c'est de la fibrose périneurale ou de l'hypertrophie des éléments autour des nerfs, pour les patients qui sont souvent assis, pour les cyclistes avec une selle dure. Et l'infiltration, à terme, n'est pas très efficace, mais va être un argument diagnostique pour faire d'autres choses éventuellement chirurgicales ou autres. Donc ça, c'est les critères de Nantes, diagnostic. Donc vous voyez que dernière ligne, le bloc diagnostique positif est un argument en faveur de la névralgie. Donc il y a quelques patients comme ça que j'ai tous les 6 mois parce que ça marche quelques mois, ça revient. Donc pour l'instant, je soulage comme ça. Ce nerf pudendal, il y a 2 sites d'infiltration. Donc généralement, si le premier ne marche pas et qu'on est convaincu que c'est quand même les diagnostics, on fait le deuxième un mois après. Donc je vous épargne le truc, c'est pas forcément nécessaire pour vous. Une variante, c'est le nerf tunnel inférieur, qui va donner plutôt des douleurs vulvaires de la région, et le ganglion à part, mais là on est sur des indications de médecin de la douleur. Je ne sais pas si Madame Jean vous envoyez de temps en temps, mais voilà. C'est plus au CHU, mais j'ai déjà eu des patients, on m'envoie typiquement, voilà, ce patient a une névralgie pudendale, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Si ça correspond, on y va. Autre geste qu'on peut faire sur le rachis, qui est presque une infiltration, c'est en cas de spondylodicite infectieuse. Donc là aussi, souvent, ils sont faits au CHU parce qu'il y a une prémédication et un parcours ambulatoire, et également que vous avez un disque inflammatoire comme ça, à rentrer dedans, ça fait très mal. Et donc là, vous voyez le passage, à côté d'aiguille, il y a le nerf qui sort au foramen, donc on passe juste en dessous. Donc voilà, si vous avez des demandes comme ça, vous les envoyez, vous n'avez pas besoin d'aller au CHU. Le geste sera fait au CHU, mais tout le bilan avant et la consulte sera fait là. Autre infiltration, alors on a le Botox, alors ça uniquement, c'est Monsieur Gougochu qui les fait, dans les indications suivantes, défilé et piriforme. Sachant que le piriforme, on peut commencer par un corticoïde, si on a une suspicion là-dessus. Donc là, on voit même la différence de taille entre les 2 piriformes. Ce n'est pas tout le temps le cas. Voilà. Sur les infiltrations, rachis et bassin. Sur le topo, tu as dit que du coup, quand tu faisais une épidurale, quand tu faisais une foraminale, ça pouvait diffuser. Du coup, c'est déterminant quand tu vois sur le IRM que c'est un problème. Alors, ça diffuse, mais pas tout le temps. D'accord. Par exemple, celui qui a un foramen bien serré, il ne va pas diffuser comme ça. Ça dépend des patients. Et puis, de toute façon, la concentration la plus importante de ce qu'on va mettre, ça va être au bout de l'aiguille. Voilà. Donc, on privilégie toujours. S'il y a un patient par exemple, qui était opéré, qui est contre-indiqué en épidurale et que je pense que le foramen est large et que ça va passer comme ça, effectivement, c'est une solution. Mais on essaye, par principe intellectuel, de se mettre au plus près de là où ça passe. Voilà. Parce qu'il y a des patients où je vais aller sur un foramen et ça va diffuser sur les 2 épidurales et parfois même à l'autre foramen parce que c'est hyper béant. Voilà. Mais ça, on ne peut pas prévoir avant de mettre. J'ai eu une collègue, du coup, Madame Tocard, qui m'avait dit, pour un patient pour lequel j'avais demandé un avis, elle m'a dit, maintenant, l'infiltration a été faite en épidurale, refais-la en foraminale, quoi. C'est ce qui est fait en seconde intention, oui. Mais du coup, j'avais eu un patient avec une énorme hernie cervicale, j'ai commencé par en épidurale et 2 semaines après, je lui ai fait en foraminale. Et pour l'instant, il n'a pas été opéré, tout va bien. Ça se voit bien. Ça va mieux. Et, effectivement, quand un premier site ne fonctionne pas, ça peut être la tentative. Donc, sur la demande, on ne va pas préciser au radiologue, fais une épidurale, fais une foraminale, on te laisse se débrouiller. Ouais. Alors, voilà, moi je fais comme ça. Je sais que d'autres font pas comme ça et appliquent à la lettre ce qu'on leur demande. J'ai déjà eu du coup, c'était à la clinique, du coup, ils m'ont dit, mais nous, on veut savoir le niveau épidurale, foraminale et le niveau précis où il faut qu'on injecte. Oui, comme ça, il n'y a pas besoin de réfléchir avant. Mais normalement, c'est pas forcément le boulot du médecin traitant, parce que c'est pas lui normalement qui est expert du truc. Ouais. Et non, mais c'est ma vision des choses. Après, voilà.
je respecte chaque avis, c'est pas la question, mais ouais, j'ai des correspondants qui me disent merci d'infiltrer en épidural le L3 L4. Je regarde l'IRM, je suis pas d'accord. Voilà. Donc, on l'explique au patient, par A plus B, voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Moi, je vous propose de faire ça. Si ça marche pas, on fera une telle autre solution. On arrondit les angles avec le correspondant, parce que le but, voilà, lui, il a un compte-rendu d'IRM qui dit telle version, donc il applique la compte-rendu d'IRM. Et des fois, on n'est pas d'accord. Mais, ouais. Mais le correspondant, alors surtout quand on est entre guillemets spécialisé et puis quand on a un pied au CHU, etc., souvent il fait confiance à ce qu'on raconte. Voilà. Et après, le meilleur des résultats, c'est si le patient est soulagé à terme, bah oui, peut-être qu'il avait raison. Voilà. Mais ça m'arrive de me tromper. Voilà. D'autres questions? Voilà. Allez, le cas de résistance. Et après, ça va bientôt se terminer. Cimentoplastie et tout ce qui est consolidation osseuse. Donc, nous avons la chance, dans une petite ville, préfecture de province, d'avoir 2 médecins effecteurs des gestes. D'accord? On n'a pas forcément la même façon de travailler, mais on peut rendre service aux patients. Donc, Aurélie Tocard va faire des consultations, fait ses gestes sous anesthésie générale, et va avoir tendance à faire plus souvent que moi du rehaussement vertébral. Et moi, donc, alors j'ai l'avantage, en étant radiologue, de pouvoir commander un peu de bilan d'imagerie comme je veux, de voir les gens en consul. Je fais mes gestes associés au CHU parce qu'on a un scanner interventionnel et des conditions et pas d'urgentiste qui débarque toutes les 5 minutes. Hein. Mais ça, c'est la vie d'un hôpital. Pas contre vous. Hein. C'est la vie de l'hôpital. Quand on part sur un geste de plus d'1 heure, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et on fait aussi le suivi du patient qui a une importance particulière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur Bar-le-Duc? Donc, la filière vertébroplastie en elle-même, la kyphoplastie, c'est-à-dire qu'on va faire un rehaussement de la vertèbre, sacroplastie pour les fractures, donc des ailerons sacrés, et cimentoplastie non vertébrale et vissage, c'est plutôt le docteur Louis au CHU, mais on peut l'adresser sans problème. L'objectif principal du ciment, c'est de traiter la douleur et pas la fracture. Plus ou moins restituer la hauteur de la vertèbre, plus ou moins faire une biopsie si on a une suspicion que ce soit méchant ou que le patient a un antécédent oncologique. Et il y a aussi une visée antitumorale, c'est-à-dire que le ciment en étant injecté va chauffer et va détruire une partie de la tumeur. La plupart des tassements ostéoporotiques sont stables, et donc il est hors de question de cimenter une image. Exemple pratique. Donc voilà les conditions comme on fait. En bas, vous avez le trocar qu'on utilise. Il y a un exemplaire ici. Souvent, on le montre aux patients. Ça leur fait peur au début, et puis après, ça va tout seul. Sur la droite, vous avez les abords possibles. Donc en haut, une vertèbre lombaire et en bas, une thoracique. Et donc, on cède au CHU. Donc, on a le scanner qui nous aide notamment pour la balistique initiale et la scopie pour la progression de l'aiguille et l'injection du ciment en direct. Et globalement, alors, les lombaires, c'est assez facile à faire. Et quand on a une thoracique ou un trajet un peu bizarre, le docteur Tocard n'hésite pas à me les envoyer parce qu'elle n'a pas le matériel, elle n'a pas le scanner à disposition. Et donc, on travaille en bonne intelligence. Sachant qu'elle ne fait pas de tumoral, mais il y a du boulot pour tout le monde. Quel bilan faire devant des tassements de vertèbres? Alors, souvent oublier les radiographies dans le but de voir la statique. Là, je crois qu'il y a un collègue rééducateur qui sera d'accord avec moi. Les facteurs statiques sont une cause majeure d'inconfort après des tassements et même, j'ai envie de dire, de décision thérapeutique. On calcule surtout donc SVA, c'est la bascule sagittale antérieure, puisque quand vous avez plusieurs tassements, vous voyez bien, le patient penche vers l'avant dangereusement. Et on calcule aussi des périmètres pelviens qui vont montrer l'adaptation possible du patient sur des tassements. Et donc, des fois, pour des sujets un peu entre deux, les facteurs statiques vont aller forcer la décision. Au scanner, on va juger de l'ancienneté, mais pas tout le temps. Et on voit bien des réactions de condensation ou de lisse vertébrale. Donc, la lisse, ça va être l'ostéonécrose spontanée. Le fameux, alors, le compte rendu, des fois, on appelle ça le cumel. Et la condensation, ça montre que la vertèbre est en cours de consolidation. La méthode de choix que je sollicite avant tout patient pour décider d'une cimento, c'est l'IRM, je vais vous montrer pourquoi après, qui va permettre vraiment de juger l'ancienneté
de détecter des fois des fractures occultes et des fois de faire des diagnostics différentiels. Et quand on ne peut pas faire d'IRM, des fois, notamment au CHU, on fait une scintigraphie osseuse. Là, vous avez un exemple pratique. Patient avec scanner et IRM. Donc, au scanner, on va se demander est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 étages à faire. On fait l'IRM. Voilà, il n'y en a qu'un seul. Et puis, un autre truc qui aide pas mal, c'est de toucher le dos du patient. Vous avez mal. Accessoirement. Mais il y a d'autres facteurs d'arthrose qui peuvent expliquer. Mais là, typiquement, voilà, ce patient, si on doit y aller, on fait qu'une seule vertèbre. Donc sur une radio, tu peux dire l'ancienneté d'une fracture ou pas? Alors, si j'ai un comparatif d'il y a 3 mois où il n'y avait rien, oui. Mais forcément. Mais sans comparatif. Si on voit bien le trait, oui. Sinon, attention. Voilà. Donc, et au scanner, des fois, ça semble évident. Là, des signes qui disent, mais typiquement, la plus haute, on peut se dire, est-ce qu'elle va être inflammatoire à l'IRM ou pas? Mais l'idéal reste de faire une IRM. Voilà. Et de regarder les antériorités du patient. Mais IRM seule est suffisante ou pas? Alors, ça dépend. En première intention, c'est l'IRM. Des fois, j'ai besoin du scanner en complément pour voir ces signes, comme la vertèbre en dessous. Il y a une partie de condensation qui montre des signes de consolidation spontanée. Et pour des patients, on va dire ambigus, qui ont modérément mal, le scanner va m'aider à dire on y va, on n'y va pas. Voilà. Ou il y a des patients qui développent des plages d'ostéonécrose qu'on voit mieux au scanner qu'en IRM. Mais voilà, il faut enlever l'idée de tassement égal cimento automatique, c'est non. Enfin, il y a du délai en cimento aussi, mais ce n'est pas une raison. Mais... Là, typiquement, donc diagnostic différentiel. Alors, par curiosité, vous évoquez quoi comme diagnostic? Donc, texto, le radiologue a dit spondylodicite. Parce qu'il a raison. La CRP est négative. Et le patient est tombé il y a 2 mois. Donc ça, c'est une fracture sur H100 kg. Ça marche très bien avec la cimento. Vous avez le scan seul, vous vous posez des questions, effectivement. Mais sur le reste, et encore une fois, la clinique et la biologie, on redresse le truc. Indication théorique de cimento. Alors, il y a les angiomes vertébraux qui sont agressifs, c'est-à-dire qu'ils prennent tout le corps vertébral, ils se rehaussent après injection, et le patient a mal à cet endroit-là, on les comble de ciment, et c'est terminé. Donc, les fractures ostéoporotiques ou traumatiques qui sont stables. Vraiment, s'il y a un AVP avec une fracture instable, c'est pas pour moi, c'est pour Aurélie ou je ne sais qui. Des fractures pathologiques en oncologie ou qui vont à l'évidence gardopéter. Et des fractures sur rachis ankylosé. Alors avant, c'était contre-indiqué, maintenant, ça l'est. Voilà, et les neurochires ne veulent plus et disent cimento. Sauf certaines formes purement transdiscales où ça paraît compliqué de mettre du ciment. Alors, des fois, on a des belles images quand même. Donc là, une pré-fracture de C1 sur une néoplasie du poumon, je crois. Donc là, ça se passe sous l'anesthésie générale. Et donc avec ça, on évite la minerve et on évite la chirurgie ou je ne sais quoi au patient. Une petite radiothérapie derrière ça et c'est bon. Voilà. Il y a quand même des belles choses à faire. Globalement, il faut comprendre certaines choses sur l'ostéoporose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter sur les patients pour les cimenter. Après une première fracture, quoi que vous fassiez, 20% des patients vont en faire une autre dans l'année qui suit. Donc le plus important, c'est de prendre en charge l'ostéoporose et de régler la statique. De faire des indications ciblées de cimento sur des gens qui ont mal, sur tout ça, qui ont mal et dont la consolidation ne se fait pas spontanément. La méthode de référence corset plus repos au lit, j'aime pas du tout. Il n'y a pas l'assurance de consolidation et on a les effets délétères, c'est-à-dire que des patients qui deviennent grabataires parce qu'on les laisse comme ça. Et donc, plutôt qu'un corset, pour des gens intermédiaires, on prescrit plutôt ça. Une orthèse semi-rigide. Alors, c'est débattu et maintenant, c'est comme ça qu'on travaille au CHU avec l'Institut de rééducation. Voilà. Et c'est beaucoup moins contraignant et on récupère de la statique. Le patient va moins se pencher vers l'avant, ce qui va aussi soulager ses douleurs musculaires associées à tout ça. Les avantages, si on va quand même au ciment, on consolide instantanément. Donc, on oublie le corset, le patient est autorisé à reprendre sa vie classique, en lui expliquant bien quand même qu'il a de l'ostéoporose probablement et qu'il risque de casser autre chose un jour.
Donc, on réduit les effets de comorbidité du patient et donc on augmente son espérance de vie, ça c'est prouvé. Il y a toujours les questions du tassement adjacent, mais même si vous ne faites pas de ciment, sachez que le patient a le risque de faire d'autres fractures. Et il y a la question du timing, alors, notamment aux urgences. J'ai toujours envie de dire il faut laisser sa chance au patient. Vous avez un tassement stable qui n'est pas trop douloureux. Souvent, on met l'orthèse, on met les antalgiques et on contrôle le patient à 1 mois. Si sur le scan de contrôle, la consolidation est en cours et que le patient est moins douloureux, on le laisse tranquille. Si on ne le sent pas, on lui pré-programme son geste de cimento et je le revois la semaine avant pour le valider ou pas. Mais des fois, le corset, compte tenu de la morphologie des patients, on voit bien que ça va être quelque chose de quasi impossible. Après, il y aura peut-être des défenseurs du corset. Moi, à titre personnel, voilà, pour en avoir vu en consultation qui était complètement harnaché, ça ne me plaît pas. Moi, je préfère un truc semi-rigide. D'autres vont dire que c'est pas bien ce que je fais, mais Peut-être compléter Ouais. un petit peu. Pour le corset, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pareil, on vient un peu comme pour la cimentoplastie, venir essayer de venir traiter la problématique sur un niveau. Dans tous les cas, venir limiter quand on a des problématiques, notamment au niveau oncologique, où on a régulièrement des patients communs où on commence à avoir de nombreux étages qui sont présents, on va venir cibler certains étages. Parce qu'en effet, quand on vient faire une coquille de tortue qui part de lombaire jusqu'en haut des cervicales, le patient ne peut plus bouger. Fonctionnellement, c'est une catastrophe et pour une efficacité qui est plus que relative. Donc ensuite, à mon avis, avec un bon ciblage, avec un corset, il peut y avoir une indication. Maintenant, à nouveau, le corset, il peut y avoir aussi des problématiques avec. Le corset souple, un petit peu comme le Gunjoin qui était NIC, peut avoir aussi certains avantages. Maintenant, à nouveau, chez des patients à installer seul, je ne suis pas sûr que ce soit forcément non plus beaucoup plus simple, parce qu'on est sur quelque chose d'assez souple. Donc, en fait, la répartition entre les deux, elle peut être un peu difficile. Le corset, les cubitus, en effet, moi, mon sens, en fait, l'objectif avec le corset, c'est surtout que le patient puisse redevenir actif. Qu'en fait, il soit douloureux sans qu'avec le corset, en fait, il puisse reprendre toutes ses activités de la vie quotidienne. Donc, je suis tout à fait d'accord que le corset plus le décubitus ensemble, c'est vraiment à proscrire. Le corset, en cas de douleur, le décubitus peut-être des fois quand vraiment ils sont très douloureux en attendant de pouvoir avoir un corset s'ils ne peuvent pas bénéficier pour X ou Y raison de la cimentoplastie et de permettre de récupérer une fonction. Maintenant, en effet, je pense que la cimentoplastie, c'est pas toujours. Je suis désolé, mais c'est pas toujours si simple. ah non, On a une lise C2, C3, assez haute, menaçante, à l'indication de neurochir. On est dans l'attente d'une RCP neuronco, d'une RCP de métaos, parce que c'est ce qu'on propose en première intention aux urgentistes. Vous présentez de ces RCP métaos. T'imagines un urgentiste qui demande parce que c'est une RCP, oui, bien sûr. D'accord, donc très malade. Donc il arrive dans le secteur avec une lésion menaçante. Oui, mais C'est des clips, je peux te dire, moi. et là, c'est le cas de l'onco encore. En attendant, oui, Oui. je parle d'une physique. Hein, donc, La plupart en attendant ce que j'ai montré, c'est en premier lieu pour les porotiques. Hein. ouais. Donc, alors pour les porotiques, on est généralement inquiet. Je précise. Généralement beaucoup moins inquiet. Hein. Pour les porotiques, c'est Ce genre de matériel, c'est mis pour aider au soutien du patient, dans l'attente que sa vertèbre consolide tout seul, ou des fois pour soulager la statique autour du ciment. Voilà. Typiquement, quand ils viennent et qu'ils ont encore des douleurs musculaires ou autres, c'est pour les aider là-dessus. Mais avec le travail du kiné derrière, etc. Parce que vous mettez le ciment et le corset d'Enjoy. Alors, en fait, si le patient est très douloureux, on va aller vers le ciment et on peut lui mettre ça en attente. Parce qu'il y a un peu de délai, il y a 3 semaines de délai pour faire le ciment à Nancy, quoi. 3 semaines aussi. Environ en ce moment, ouais. Des fois, c'est. Des fois, il y a une petite annulation et puis le patient est tout content. Mais donc ça, c'est une solution d'aide autour. Soit parce que j'ai des pensées que ça va consolider tout seul. Dans ce cas-là, on dit on saute pas dessus, on attend un peu et on voit. Soit pour accompagner la statique et éviter que le patient ne parte vers l'avant, parce que ça va aussi créer un déséquilibre et des douleurs. Voilà. Et si ça peut vous laisser le temps de faire la densitométrie, je vous rappelle qu'une fois que la cimento est faite entre L1 et L4 ou qu'il y a un jack spine, c'est foutu, quoi. Nos valeurs, elles sont fausses. Exactement. Donc, on part de toute façon sur un suivi d'ostéoporose qui va être complètement biaisé. Donc, quand on peut, il y a aussi la place
peut-être d'attendre un tout petit peu si le patient peut être mobilisable pour la densité. Et voilà. Ouais. Des Mais fois, moi, en pratique, nous, quand on a des fractures, même des fractures sur terrain ostéoporotique, et que l'avis est demandé au neurochirurgien à Nancy, les internes de neurochir disent toujours le même discours. oui, ça va être, voilà. Voilà. C'est ça le problème. Il va dire, s'il n'y a pas d'indication chirurgicale, ce qui est quand même souvent le cas, il dit corset. Et C'est toujours corset plus Ouais. voir cimentos. voilà, c'est ça. Mais je vous conseille, c'est laisser ça au secrétariat, alors soit pour l'ITOCAR, soit pour moi. Hein. Hmm. Il y a du boulot pour tout le monde, largement. Hmm. Et voilà. Tu es dur avec eux, non? De quoi? Hier. Ouais, il y a du boulot. Ah, parfois, ils prennent quand même. Oui, alors Aurélie a une attitude souvent plus interventionniste que moi. Voilà. Mais encore une fois, voilà, plutôt que là, je vais encore cet après-midi au CHU, voilà, quelqu'un qui envoie directement de la Meuse vers Nancy sans passer par la case Bar-le-Duc, c'est dommage. On fait des allers-retours aux patients pour rien. Leur thèse imagine est remboursée. Non. Oui, Centaines d'euros. Ça, on le dit aux patients aussi. Hein, mais... Alors, un corset sur mesure est remboursé. Ça, non, après, C'est c'est pareil. c'est sur le C'est une consultation. ça dépend encore de la mutuelle des gens, mais voilà, de base, non. Et on a pareil, alors normalement, il ne faut pas mettre une pharmacie affiliée. On en a mis une on conseille aux patients parce que c'est bien beau d'avoir ça, mais il faut surtout le faire sur mesure et l'adapter aux patients. Et quand ça ne convient pas aux patients, j'ai conclu le truc avec la pharmacie de dire, voilà, vous retournez à la pharmacie, vous le faites réajuster. Il y a plus que la bonne taille. Il y a aussi des paramètres à venir régler dessus par le revendeur. On est au-dessus que juste. Ça a été vu avec Danjoy que la pharmacie en question sache régler le corset. Parce que sinon, c'est la cata. Et le patient ne le porte pas, et du coup, voilà, ça arrête. Je n'ai pas là, moi. Comme ça, c'était bon. Quand faire une kyphoplastie? Donc là, il y a une notion de rehaussement vertébral. Fracture récente. Le lieu idéal, c'est la charnière dorso-lombaire parce que c'est là où on va voir une majoration de la syphose dorsale. Les patients plutôt jeunes, parce que chez les patients âgés, globalement, ça ne marche pas très bien. Savoir que ça nécessite une anesthésie générale, que c'est plus long, que c'est plus cher. Vraiment, plutôt le patient à la soixantaine. Et l'efficacité d'analgésique est identique d'après les études à la vertèbre simple. Quelle est la différence technique? On rehausse la vertèbre. C'est-à-dire qu'il y a un double, C'est le même, mais c'est dans un. Voilà, il y a un double abord, et donc soit par un système de spongeac ou de ballonnet ou autre, on gonfle, on rehausse la vertèbre et on injecte le ciment après. D'accord. Donc là, c'est Aurélie qui fait ça. C'est pas en fonction du risque d'écoulement du ciment dans le canal. Non. Alors, si on peut faire ça en préventif, mais on n'a souvent pas besoin parce que quand il y a un fort risque de fuite, on prend un ciment qui est plus visqueux et qui fuite beaucoup moins. Voilà. Donc, pour moi, le risque de fuite est souvent maîtrisable avec le scan et la radio en direct. Voilà. Mais théoriquement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais si j'ai une lise étendue du mur postérieur, on la laisse plutôt sur ce genre de choses. Ouais. Quand faire une anesthésie générale? Donc, la kyphoplastie, si on a plusieurs étages, sachant que voilà, moi, à Centrale, je vais pouvoir en faire 2 ou 3 en même temps. Parce qu'après, le problème, c'est que le patient ne tient plus. Il est allongé sur le ventre, avec des aiguilles dans le dos. Donc, quand ils ont 90 ans, le temps est compté, donc on ne laisse pas trop faire l'interne et on y va. Pour le rachis cervical, parce que c'est un peu trop faisable, il ne faut surtout pas bouger. Et si on doit faire des gestes associés, radiofréquence ou autre, ou à la demande du patient, généralement, je refuse. Parce qu'il faut que je l'hospitalise, ça coûte plus cher. Il faudrait que j'aille le voir la veille au soir en hospice, et du coup, non, parce que je ne suis pas à Nancy. Également, la procédure de cimentos sous local, bien préparée, avec antalgique, anesthésie locale, le patient ne sent quasiment rien. Voilà. Encore une fois, bien préparé. Des fois, les gens vous racontent une expérience parce qu'il y a eu un interne de 4e semestre qui s'est essayé, et voilà, ça arrive. Mais l'avantage, c'est que je vois mes patients et du coup, ils sont mis sur des plages qui me sont dédiées, donc le suivi du patient est quand même plus sympa. Complications possibles. Alors, la fuite de ciment, on en parlait, dans le disque adjacent, dans les veines, ou le pire, c'est en épidural, parce que là, on peut vraiment avoir un gros problème. Le déplacement de la fracture, on peut induire un recul du mur postérieur chez des patients qui ont une fracture à risque.
Dans ce cas-là, encore un problème canalaire. Hémorragie, surtout sur le psoas qu'on doit passer dedans. Pneumothorax, si vous avez un débutant qui fait une thoracique. Et les nouvelles fractures, sur fuite de ciment, oui, évidemment. Mais il ne faut pas oublier que plus l'ostéoporose va être sévère, plus le risque de fracture est là, qu'on cimente ou pas. Et donc, un patient qui a déjà eu 4 tassements vertébraux, on en cimente un. Voilà, si on ne traite pas l'ostéoporose, on est sûr qu'il va en faire un autre ou qu'il va faire un col du fémur. Donc, exemple pratique, ça c'était une vertèbre L1, cimentée, et sur le contrôle à 6 semaines, pof, L2 casse aussi. Donc là, il n'y a aucune fuite de ciment à risque, mais le patient casse, et des fois, ils vont casser adjacent, à distance. Et donc, dans ma procédure, il y a toujours un contrôle à 6 semaines du patient. Donc, il me voit à Bar-le-Duc avant, on fait le geste à Nancy, il revient me voir à Bar-le-Duc avec un scan qui fait le jour même, et on réévalue. Voilà. Parce que vraiment, souvenez-vous, 20% des patients vont casser dans l'année, 50% de ces 20%, c'est dans les 6 semaines. Que ce soit à côté ou pas de l'étage traité. Et donc, typiquement, il y a des patients qui ont une cimento, pendant une semaine, j'allais tout bien, et puis d'un coup, j'ai eu mal à nouveau, on les fait venir, et puis on refait ce qu'il faut. Quand passer la main au chirurgien, fracture instable, complications neurologiques probables. Voilà. Sinon, on peut théoriquement tout faire. Alors ça va intéresser Madame Jean. Alternative à l'ostéodensitométrie ou pas. C'est-à-dire qu'on mesure la densité au scanner de la vertèbre. Donc ça, c'est une étude d'ancienne. Alors au départ, on a considéré qu'une densité inférieure à 100 UH montrait un risque fracturaire. Alors, avant de poursuivre, qui a déjà vu dans un compte-rendu de scanner ça? Moi, j'ai commencé à le voir à Bar-le-Duc. J'ai vu Alors, avec certains radiologues seulement. Ah oui, Voilà. certains radiologues. Sachant que c'est un facteur qu'on regarde et qui va nous aider à la décision. Donc, dans l'étude initiale, ils avaient mesuré les gens qui avaient récidivé dans l'année un nouveau tassement ou pas. Donc, plus on avait une densité basse, plus on risquait de recasser. Et quand on prend une densité spontanée chez un patient qui a eu ou pas des tassements, selon les seuils, on voit très vite sur quoi on part. Donc, typiquement, quand vous avez une dame de 85 ans qui a une densité à 40 UH, est-ce qu'il faut la cimenter? Probablement pas, parce qu'elle va nous en faire plein d'autres derrière. Okay, donc ça, c'est un facteur assez majeur. Est-ce que ça se substitue à la densité osseuse? Pour l'instant, officiellement, non. Alors, Congrès français de rhumato en décembre, Christian Roux a commencé à dire l'ostéoporose étant un problème vraiment en France sous-traité, et les chiffres sont très mauvais en termes de fractures et de comorbidité et de mortalité. On commence à dire que ce serait peut-être intéressant sur des examens non dédiés, c'est-à-dire Imagerie opportuniste. Opportuniste, voilà. Imagerie opportuniste, mesure de la L1. Et là, peut-être commencer à dire, attention, là, il faut peut-être commencer à faire du dépistage et aller vers le diagnostic d'ostéoporose. Donc, ça commence en milieu rhumato, on commence à dire, voilà, on est tellement mauvais, on ne fait pas ce qu'il faut. Il faut profiter d'un examen pour aller faire cette mesure. Voilà, et commencer à en parler. Non, typiquement, voilà, quand j'ai pas de densité, je vais mettre de ça Voilà. pour décider si on est pas. C'est très valable. Sachant que le patient a eu un scan. Voilà, pour autre chose, et pof, on en profite. Des fois, on peut même faire le suivi. Il y avait un scan il y a 5 ans où la densité était normale. Mais il y a un truc qui va nous aider, c'est l'IA, parce que normalement, on peut automatiser ça dans ce compte rendu. À terme, on va pouvoir le faire. Parce que sinon, c'est chronophage. Tous les petits détails sur l'imagerie opportuniste, en fait, c'est de voir sur un scanner lambda d'un patient âgé, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, c'est les calcifs coronaires, c'est la myotrophie des muscles, c'est la densité osseuse. Sauf que c'est chronophage à faire. Et donc, quand on a des vacations bien chargées, c'est parfois pas facile. La sacroplastie, donc ça, c'est que au CHU, pour les fractures par insuffisance osseuse du septum. Donc, soit sur de l'ostéoporose, soit assez fréquent sur des patients qui ont eu de la radiothérapie pelvienne. Et là, on les aide beaucoup. Il y a de l'errance diagnostique, et des fois, alors il y a eu un scanner où c'est pas décrit, les gens envoient pour infiltrer les sacroiliaques, etc. Et puis, en fait, non, c'est pas ça. Donc, normalement, quand on fait un scan lombaire, dorso-lombaire, on prend le début du sacrum avec, parce qu'on a des surprises. Le vissage.
Alors ça, c'est docteur Louis au CHU. Hein. Vous avez l'image de gauche. Dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Le chirurgien n'en veut pas. Le patient reste au lit. Donc, pour mettre de vis comme ça entre les foramènes sacrés, on a besoin du scan. Hein. D'accord? On peut essayer de tenter de mettre du ciment dedans en même temps, mais il ne tiendra pas. Mais là, voilà, on a sauvé le pronostic fonctionnel du patient. Oui. Et peut-être l'immunothérapie le soir. Cimentoplastie non vertébrale, donc il n'y a pas que les vertèbres. Donc, typiquement, voilà, surtout sur le bassin, on peut faire des choses comme ça. Donc, quand il y a des lésions menaçantes, il faut demander l'avis, tout simplement, et puis on fait ce qu'on peut, sachant que les os longs, ça marche pas bien, parce que les contraintes font que c'est pas possible. Le bassin, souvent, on arrive à faire quelque chose. Voilà. Puis au pire, il faut mieux demander que de laisser un patient dans l'embarras, parce que là, entre chirurgien et radiothérapie, qu'est-ce qu'on fait? Pas facile. Un peu annexe, mais l'ablation tumorale sous scan, la réelle des indications, c'est l'ostéomostéoïde. Donc là, imagerie typique avec le nidus, la corticale bien épaissie autour. Et donc là, plutôt qu'une chirurgie délabrante, un coup d'aiguille, terminé. Ça sous l'anesthésie générale parce que c'est très douloureux. Ou voilà, certaines métaosseuses qu'on peut faire ça, et des macronodules d'endométriose, notamment ombilicales. Ça marche pas mal. Des autres choses fréquentes qu'on fait, c'est aussi des biopsies, pas que des cimentaux. Alors, si vous avez des lésions quelconques, sachant que les condensantes vont moins bien répondre en impact, parce que l'os est tout, comme son nom l'indique, condensé. Donc, quand vous passez un trocar osseux là-dedans, forcément, vous compactez encore plus l'os. Donc, on a plus de retour sur des lésions lithiques. Et c'est pareil, des fois, on a des demandes de biopsie, faire une biopsie vertébrale, on regarde le scan et on va ailleurs, parce que c'est plus simple et il y a moins de risques. Et c'est plus rapide. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le ciment et la consolidation osseuse? Parler de la douleur, moi je peux dire que j'ai plus au moins 150 patients qui ont plus des cémentoplasties où je suis jamais de mauvais retour. Excellente prise en charge de préparation en fait du geste opératoire. Il n'y a pas un malade qui dit j'ai eu mal. Alors, il y en a certains, quand on leur donne la prémède et que le brancardier tarde trop et du coup, ça ne fait plus effet. Alors, il se peut que aussi, ils sont tellement soulagés après qu'ils oublient. Ils oublient. Oui, Ils ont eu pendant le reste. j'ai souvenir d'un de vos patients qui avait une grosse lésion lithique, qui m'a haï toute la procédure quand j'ai rempli sa lésion et qui a voulu m'embrasser un mois après. Voilà. Mais ce qui ne marche pas bien, c'est quand la prémède n'est pas bien donnée suffisamment ou quand on n'insiste pas sur l'anesthésie locale, parce que ce qui fait mal, ce n'est pas l'os, c'est le périoste et la peau. Voilà. Et l'avenir, ce qui est en cours et qu'on ne fait pas encore aujourd'hui ici, l'embolisation, c'est bien joli l'embolisation, mais ça prend du temps. Donc il y a des gens qui font ça sur des gonarthroses, où on va cibler les artères géniculées. Le principe, c'est que s'il y a de l'inflammation, il y a une hypervascularisation de la synoviale, donc si on embolise, on réduit l'inflammation. À long terme, ça n'a pas l'air de trop marcher quand même, mais ça peut être une alternative, par exemple, chez quelqu'un qui a une prothèse et qui a toujours mal. La radiofréquence, ils s'y mettent au CHU, à Centrale, à faire ça. Tourne un principe autour des nerfs géniculés. Alors, celui autour de la fibula, on ne le fait pas parce qu'il a un rôle en partie moteur. Et on fait un test infiltratif préalable à ça, donc peut-être un jour dans la Meuse, on arrive à recruter du monde pour travailler. Et ça marche bien aussi au niveau du syndrome facétaire à radiofréquence, que c'est le même principe que la thermocoagulation du docteur Toka. Voilà. Donc, c'est bientôt fini. Normalement, les précautions autour des gestes, alors que ce soit en radiologie, que ce soit si vous infiltrez au cabinet, etc. Normalement, les 10 commandements pour éviter tout souci pour vous et pour vos patients. Le premier geste, les patients s'en plaignent beaucoup, c'est le manque d'information sur la procédure, sur les douleurs, sur pourquoi on fait ça. Alors, typiquement, certains disent ah bah c'est bon, mon arthrose est guérie avec l'infiltration. Alors, le message n'est pas bien passé. L'objectif, c'est de calmer l'inflammation, de calmer le processus de vieillissement
et on ne va pas guérir un tendon rompu ou une arthropathie dégénérative. Ils ont très peur de la taille de l'aiguille et de la longueur de l'aiguille. Ce que j'aime bien leur dire, c'est comme un vaccin ou une prise de sang. Voilà. Ça marche très bien. Ils ont une information papier préalable obligatoire avec les fameux délais de rétractation, et ils ont l'information, alors, pour le rachis, idéalement, on consulte, et sinon, ça prend 30 secondes de leur expliquer ce qu'on va leur faire, et souvent, ça détend les choses. Et le point le plus important, un patient qui n'a pas envie, ne le forcez pas, on a plein d'attentes, il n'y a pas de problème, et il reviendra quand il aura suffisamment mal. Le 2, c'est la pertinence de l'indication. Donc, en tant qu'effecteur, on ne peut pas se contenter de lire l'ordonnance, merci d'infiltrer en épidurale L2 L3, bonsoir. Ça ne marche pas. Parce que je suis responsable du geste que je fais. Et donc, si j'amène une complication sur un site non indiqué, je suis responsable aussi. Typiquement, voilà, si on prend l'exemple de l'épaule, je ne sais pas, merci de faire une infiltration d'épaule. L'épaule, il y a l'acromioclaviculaire, il y a la sous-acromiale, l'intra-articulaire, il y a même autour du chafement du long biceps, et il y a même un kyste de l'échancrure postérieure. Enfin, il y a plein d'indications possibles. Il est pertinent de refuser un geste qui nous paraît non indiqué. C'est-à-dire, si je pense que je ne vais pas amener du positif au patient, je le dis cordialement à mon correspondant et je ne le fais pas. Et si le patient insiste, je le mets avec un autre qui le fera le geste et c'est son problème. Et respecter les contre-indications qu'on va voir à la suite. Donc les feux rouges de diabète, on en a parlé. Les traitements anticoagulants, je vais vous montrer juste après. Un patient qui a une suspicion, qui a de la fièvre ou autre, il n'est pas urgent d'infiltrer. Il faut éviter de faire des bêtises. Et toujours demander s'il y a un antécédent de réaction aux corticoïdes. Les allergies propres aux corticoïdes, voilà, souvent c'est plus une intolérance ou un flush transitoire sur une injection et ça ne contre-indique pas le fait d'en faire de nouvelles. Le risque hémorragique. Alors, tout ce qui est articulaire est à faible risque. Tout ce qui est rachidien est modéré. Et tout ce qui est biopsie profonde est à risque élevé. Le bilan d'hémostase préalable. Alors, pour un faible risque, non. Pour un risque modéré, ça dépend des cas, notamment l'enseignement toujours. Et dès que le patient a un antécédent quelconque potentiellement hémorragique, oui, bien sûr. Avec les objectifs suivants, pour tout geste, mais bon, des plaquettes à moins de 50, il n'y en a pas tous les jours, quoi. Alors ça, c'est ce qu'on utilise au CHU. Donc moi, je respecte bêtement ça sans réfléchir. Sous réserve du cas pratique des patients. Évidemment, si vous êtes anticoaguleux pour une valvuloplastie récente, on réfléchit un peu, on demande au cardiologue. Donc l'interruption n'est pas tout le temps de mise. Donc, et ça dépend, si j'ai un faible risque hémorragique, typiquement pour un rachis, si je fais une articulaire postérieure, je la considère comme faible risque parce que je suis à distance des nerfs. Si je fais une épidurale ou une foraminale, je la considère modérée. Donc l'attitude autour de l'anticoagulant n'est pas la même. Donc des fois, j'ai des patients, oui, mon médecin m'a dit de faire ça, donc je respecte, sauf que des fois, c'est pas forcément nécessaire de laisser. La sepsie stricte, parce que même si on a une complication infectieuse une fois sur 10 000, sur une carrière, on en aura toujours une ou deux. Et si le patient vient apporter plainte que vous n'aviez pas de masque, que vous n'avez pas bien nettoyé avant, vous êtes dans la mouise. Le risque le plus important septique, c'est tout con, mais c'est l'aiguille. Donc on la sort au dernier moment et on éduque bien les internes, on n'a pas à toucher l'aiguille avant de faire le geste. Et le temps de procédure, plus on est rapide, moins on prend de risque, évidemment. Les pièges techniques, donc connaître son anatomie pour éviter les pièges, évidemment. On évite les structures vasculaires et nerveuses sur le trajet, que ce soit en radio ou en échographie. La xylocaïne, on l'évite autour des nerfs, sauf si c'est pour faire un test. Et il faut connaître aussi les communications physiologiques, pathologiques. Typiquement, je remplis une hanche, ça communique dans le psoas, oui, ça peut être normal. Ou l'épaule, ça remplit la bourse sous-acromiale, ça témoigne juste d'une perforation de la coiffe. Le contrôle par imagerie, donc encore une fois, il y a des gestes qui sont possibles au cabinet et on est bien content que vous les fassiez parce que sinon, moi, je suis déjà sous l'eau, je serai encore plus sous l'eau. Le problème, c'est quand on infiltre entre guillemets à l'aveugle et que le geste ne marche pas. Est-ce qu'il ne marche pas parce que le patient ne répond pas ou est-ce qu'on n'était pas au bon endroit? Et ça, pas moyen de répondre. Dès que c'est un site un peu atypique, on a vivement conseillé l'imagerie, sachant qu'en radio, on a des problèmes de délai de rendez-vous. Toujours des gestes associés. J'ai des penchements, je le vide.
je remplis une épaule, je sens que c'est dur, je distends en même temps. Et puis, typiquement, je remplis une épaule intra-articulaire, je vois que ça passe dans la bourse, et oui, il y a une perforation de la coiffe qui n'était pas connue. Le confort du patient, alors ça, c'est très important, c'est la raison pour laquelle ils reviendront vous voir. L'installation du patient, pardon. Couché, assis, comme il veut, s'il va faire un malaise vagal, vous l'allongez d'emblée, il n'y a pas de problème. Il faut bien prendre en compte l'appréhension des patients. Alors, il y a l'imaginaire qu'ils ont vu sur Internet, il y a la cousine qui a raconté quelque chose, ou le patient a un antécédent d'une infiltration qui s'est mal passée. L'anesthésie locale, pour moi, non, sauf geste spécifique ou test anesthésique. Sinon, voilà, le temps d'endormir, je dis souvent aux patients, ça me nécessiterait que ce soit plus long et que je mette une autre aiguille, donc autant pas en faire, et ils comprennent. Et puis à la fin, ils disent, oui, vous avez raison. Réassurer le patient et surtout lui divertir son attention. Donc ça, c'est le rôle des petites mains qui sont avec nous tous les jours, l'aide-soignant. Le patient regarde l'aide-soignant dans les yeux, raconte sa petite vie, raconte ses vacances, vous faites le geste, pof, c'est déjà fini, oui, j'ai rien senti. Les mots interdits, on ne dit jamais je vous pique ou non, vous n'avez pas mal, arrêtez de raconter des bêtises, c'est je commence, j'anesthésie, oui, vous pouvez sentir un petit peu. Voilà. Et vraiment, le limite de l'hypnose avec notamment l'aide-soignant qu'on a avec nous. Et toujours donner les conseils post-procédure. Le repos, sauf la capsule distension, les informations orales et écrites, bien prévenir qu'au corticoïde, on va majorer les douleurs initialement, possiblement. Le délai d'action de chaque technique, que le patient ne soit pas surpris, et la nécessité de réévaluer un mois. Alors, tout le monde est débordé, mais idéalement avec celui qui a prescrit ou celui qui a fait le geste, pour savoir si on fait autre chose. Et donner toujours les consignes en cas de fièvre, hémorragie, douleur, parce que sur 10 000 infiltrations, ça arrivera forcément. Et pour éviter un mauvais procès, restez joignable. Donc, on donne les consignes préalables, ce qui évite aux patients de rappeler pour rien en disant ah, j'ai eu mal ce soir, etc. Voilà, la communication est importante, et si le patient appelle, idéalement, lui répondre et puis le rassurer si c'est rien, le revoir si nécessaire. Et voilà, au cours d'une carrière, on aura tous une arthrite septique sur ça. J'en ai déjà récupéré, on a fonctionné du pus dans une épaule, etc. Ça arrive. Et si vous n'avez pas répondu au téléphone alors que le patient était infecté, c'est pas bon. Voilà. On en a terminé. Bravo.